Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui adore la gastronomie italienne. Bonjour Daniel. Buongiorno Filiberto, sì è vero, mi piace moltissimo la cucina italiana. C'est parfait, on va faire cette premier épisode en italien. Non, je plaisante parce que je ne parle pas du tout italien. Alors Daniel, tu vas être content aujourd'hui. Notre invité est un passionné de la cuisine italienne et en particulier de sauce tomate. Certains l'appellent d'ailleurs le dandy de la sauce tomate. Il est italien, il dirige une agence de communication à Paris spécialisée dans le luxe. Et pourtant, il y a quelques années, en parallèle de son agence, il s'est lancé dans la production et la commercialisation de sauce tomate haut de gamme. Avec son associé, notre second invité, ils ont développé leur business jusqu'à devenir une référence aujourd'hui sur le marché des produits italiens premium. Nous sommes aujourd'hui avec Patricio Micheli et Christian De Waldner, les cofondateurs des marques Al Dente la Salsa et Italians Do It Better. Bonjour Patricio, bonjour Christian. Buongiorno a tutti. Buongiorno, messieurs. Ah, il parle très bien italien aussi, l'associé. Assolutamente. Sì. Un vero italiano pure. Ah, je vois ça. Donc Patricio, Christian, dans cet épisode, on va évidemment revenir en détail sur votre aventure commune entrepreneuriale, mais avant cela, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? On commence par Christian. Avec un immense plaisir. Écoutez, moi on se présente en termes un peu de formation et de ce qu'on a fait. Moi, j'étais un parcours assez classique, professionnel, d'école de commerce, et ensuite j'ai démarré dans le marketing parce qu'on va voir que ça peut être important pour la suite. C'est pas un dans le marketing, marketing des lessives. Puis du conseil en stratégie et enfin on a créé ce beau projet avec Patricio il y a 6 ans autour des sauces tomates et de la gastronomie italienne. C'est succinct mais ça nous va à ce stade. Et toi Patricio, comment tu te présentes? J'ai essayé de faire ça aussi bien que mon associé. Exactement, c'est rapidement. Moi j'ai un parcours, j'ai commencé à travailler dans la babouche. J'ai créé une marque de babouche à 23 ans. Ouais. J'ai commencé à travailler chez Chanel, après j'ai créé une marque de babouche et ensuite j'ai travaillé pour Chanel en créant Al Dente, l'agence de publicité, qui existe depuis 17 ans maintenant. Ouais. Tu l'as créé pour Chanel, en fait? C'était pour ça? Exactement, en exclusivité pour Chanel pendant quelques années, les premières années. Tu as commencé par être salarié pour eux ou tu as toujours J'ai commencé à être salarié pour eux et ensuite j'ai créé ma marque de babouche. Ouais. Et ensuite j'ai créé Al Dente, l'agence de publicité. Ouais. Et directement ensuite, au bout de 10 ans, Al Dente la Salsa. Ouais. Et ensuite, j'ai rencontré Christian et nous avons créé ensemble toute la suite et le développement de ces deux marques. Et nous avons une question rituelle dans ces podcasts, c'est pourquoi la bouffe? Alors, les gars, pourquoi la bouffe? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont tout le temps... Enfin, j'ai une mère qui a été piquée avec un Italien, enfin, qui a vécu 20 ans. Ta mère, elle est française? Elle est française, mais elle a vécu 20 ans avec un Italien, qui est mon père. Jusque-là, tout va bien. Au contraire. Et du coup, effectivement, on a toujours beaucoup reçu. Et elle a toujours préféré contrôler mes relations amicales, parce que j'étais un petit peu turbulent. Ah ouais. Et du coup, elle faisait des sauces tomates à la maison. Elle disait, invite les gens, je te fais la sauce. Moi, je pars dîner avec des amis et toi tu invites des amis à dîner et comme ça elle voyait un peu dans quel état on était quand on rentrait exactement. Et du coup c'était une façon pour elle de toujours contrôler un peu ce qui se passait dans ma vie, avoir un œil un petit peu sur les choses et du coup à un moment j'ai dû faire cette sauce tomate et donc voilà, et ma maman a été éduquée par Mimo Rotel qui est un artiste qui lui a appris à faire toutes ces bases de sauce qu'ensuite elle m'a évidemment appris et du coup je remercie maman parce qu'effectivement du coup ça nous a permis de faire naître ensuite. On sent l'inspiration. Voilà. Et la bouffe italienne a toujours été extrêmement présente dans ma vie. Et toi, Christian, la bouffe, pourquoi? Alors moi, la bouffe, je sais pas si c'est ça qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Moi, les décisions dans ma vie, je les ai toujours faites en fonction des gens que je rencontrais, des rencontres. Et la bouffe, on en parlera après, mais c'est peut-être ça aussi. C'est ce qu'il y a dans l'assiette, et puis c'est ce qu'il y a autour de la table. Et ce qu'il y a autour de la table, c'est comment est arrangée la table, et puis c'est les gens avec qui on partage. Ouais. Je pense que quand on s'est rencontrés la première fois avec Daniel, on s'est fait un bon déjeuner la Vierge, à côté d'ici. Et c'est ces moments-là qui sont importants. Et avec Patricio, mais comme avec quand j'ai démarré chez ce lessiviel il y a une quinzaine d'années, j'y suis allé parce qu'il y avait un directeur marketing d'ailleurs qui est italien, qui était juste avant le directeur marketing de Barilla en Italie. Et dans les différentes offres que j'avais, c'est ça que j'ai voulu faire. Et ensuite avec Patricio, c'est exactement ça. On s'est rencontrés par nos femmes et on a eu un moment où on s'est dit mais on est ultra complémentaires en termes de compétences et on pourrait avoir une belle aventure ensemble et se trouver cette belle aventure et on l'a lancée dans les sauces. Dans la bouffe. Exactement. Bah, super. Nous en fait, en préparant l'épisode, on a
pris conscience en fait de la taille qu'Italians Do It Better avait pris. En fait, on n'avait pas imaginé aussi grand que ça. On va en parler plus tard. C'est un petit teasing comme d'habitude. On espère que vous nous donnerez des chiffres d'ailleurs à ce moment-là. Nous, c'est qui nous a attiré l'attention et la raison pour laquelle depuis un moment on voulait faire une histoire avec vous, c'est l'histoire aussi originale en fait d'une agence qui lance une marque de sauce tomate qui porte les mêmes noms. Donc, on voulait juste, avant de parler de Al Dente, des Italians, on voulait parler peut-être de l'agence rapidement parce que c'est un peu l'origine de tout ça. D'abord, pourquoi tu as créé l'agence et qui étaient tes principaux clients? Donc, tu dis que tu as créé ça pour Chanel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de l'aventure avec l'agence? Je pense que Chanel a voulu... Moi, j'ai toujours été formé par Chanel. J'ai fait tous mes stages chez Chanel et c'est une maison extraordinaire qui a une direction artistique posée par un monsieur qui s'appelle Jacques Helleux, qui était quelqu'un de très intéressant et qui a des codes très, très, très définis. Donc, c'est dans les parfums ou c'est dans la mode? Je bossais plus du côté parfum beauté. Ouais, parce que Jacques Helleux, c'était le DA des parfums, de parfums beauté. Et du coup, voilà, moi, c'est vrai que étant créatif, j'ai toujours ce qui m'a intéressé effectivement quand ils m'ont appelé, ils m'ont fait travailler sur des noms de parfums et sur les territoires des parfums et les territoires en gros je réfléchissais aussi sur des thématiques comme l'avenir du luxe, les technologies. J'introduisais un peu les nouveaux médias à Chanel. On parle des années 2000, donc c'est exactement. Donc, très créatif. Oui, et en même temps avec une âme communicant, business, entrepreneur, parce que j'avais entrepris à 23 ans en créant une marque de babouche. Et du coup, effectivement, voilà, donc Al Dente est né d'une demande de Chanel. Et ensuite, il a fallu se structurer, etc. Mais j'aime beaucoup la position d'être amateur, effectivement, et de rester amateur dans un métier, parce que on garde un regard très frais sur les choses et un regard de consommateur, tout simplement. Et tu bosses exclusivement pour Chanel ou depuis non, aujourd'hui, on travaille pour beaucoup de maisons de luxe, à beaucoup de Français et d'Italiens. On travaille avec Vuitton, avec Fendi, avec Piaget, avec Boucheron. On travaille toujours avec Chanel. Voilà, on travaille avec pas mal de maisons de luxe et on les accompagne sur la stratégie et sur l'image. Et quand est-ce que la sauce Al Dente elle apparaît dans cette histoire? Quand est-ce que tu as l'idée de lancer une sauce ou de proposer cette sauce à tes clients, quoi? C'était alors mes clients ont toujours su que je faisais pas mal. J'ai toujours reçu mes clients parce qu'à l'agence il y a une cuisine Al Dente. Il y a une cuisine Al Dente, bien sûr, à fond. Et du coup, je me mettais en cuisine en décembre avec les tomates que je trouvais, qui n'étaient pas les bonnes tomates, évidemment. Enfin, c'était des tomates pelées. Voilà, exactement. Exactement. On faisait avec ce qu'on pouvait et je faisais des sauces tomates que je mettais, que je stérilisais en bocaux et j'offrais à mes amis, à mes clients en fin d'année. Et de là, effectivement, à un moment, quelqu'un m'a dit, écoute, pourquoi tu n'en fais pas une marque? Il se trouve que... Et j'ai trouvé ça assez drôle et du coup, je me suis dit, mais si un jour je fais une marque, il faut que moi, geek de la tomate, il faut que j'aille chercher la meilleure tomate pour faire des sauces tomates. Et du coup, l'aventure est née un petit peu ça, c'est quelle année ça je suis très mauvais dans les années, mais je dirais qu'on est à peu près il y a 8 ans. 2013. Ouais, exactement, à peu près. À peu près. Avant la rencontre avec Christian. Mais finalement, on s'est rencontrés avec Christian. C'était des balbutiements. Je veux dire, on vendait chez Colette. Ouais. Et à la grande... On a plein d'invités qui ont commencé à vendre chez Colette. Merci Colette. Il faut remercier Sarah Andelman qui a lancé énormément de gens de notre génération. Mais dans la mode, oui, mais dans la bouffe aussi. Même dans la bouffe, c'est un sujet qu'on a revu. Oui, et dans la bouffe aussi, parce que Colette était un endroit, effectivement, qui était un vrai ouvert à toutes les nouvelles tendances et qui a tout de suite déchiffré aussi ces mélanges des genres. À l'époque où moi j'ai commencé, le fait que j'organisais des fêtes et je travaillais pour Chanel et le principe était complètement excentrique et ne pouvait pas fonctionner. Alors, il y a 20 ans, tu ne pouvais pas avoir deux boulots ou deux passions et d'essayer de lier les deux. Alors qu'aujourd'hui, il y a même un terme qui s'appelle les slashers. Voilà. Et que maintenant, c'est devenu... Toi, t'es un slasher, c'est clair. Si tu peux pas faire, si tu n'as pas 2-3 cordes à ton arc, finalement, voilà, exactement. Tu n'as pas dans l'air
perd du temps. Ouais, c'est ça. Et quand c'est que tu as le déclic, parce qu'en effet, au début, tu fais ces recettes juste pour tes clients, mais quand est-ce que tu te dis vraiment tu veux en faire une activité? Parce que si tu commences à le commercialiser chez Colette, c'est que tu as l'idée de Là, c'est la rencontre avec Christian. C'est-à-dire qu'on passe de, effectivement, deux revendeurs avec effectivement des livraisons faites en taxi, enfin, le truc complètement déraisonnable. Tu faisais des étiquettes chez Colette, un taxi. Ouais, génial. Enfin, je les livrais moi en taxi, en l'occurrence. Ah ouais. Parce que c'était avant Colette, ça. Et du coup, effectivement, la rencontre avec Christian était extraordinaire. On a passé des vacances ensemble, on a ri ensemble. Vous étiez potes, non? On était potes, on s'est rencontrés par nos femmes. Ah, Christian, vas-y, ok. Ouais. J'allais dire non. Non, Christian allait dire non, donc c'est pour ça c'est intéressant. Enfin, on était potes. Non, je rigole, non, mais c'est ça, je pense, qui était aussi passionnant et ce qui facilite en plus une association, c'est qu'on s'est rencontrés 2 ans avant de se lancer. Donc on n'est pas, quand je dis qu'on n'était pas potes, c'est qu'on n'est pas des potes d'enfance où tout d'un coup nos chemins se sont recroisés d'un point de vue professionnel. On s'est dit tiens, faisons un truc ensemble. C'est nos femmes qui travaillaient ensemble toutes les deux au magazine Elle. Elles s'appellent toutes les deux Jeanne. Et la Jeanne de Patrizio était responsable de la beauté et ma Jeanne était responsable de la mode. Ça crée un lien. Et on s'est rencontrés, on se rencontre comme ça et on s'amuse bien tous les deux. Je crois c'était un dîner chez Patrizio. On est tous les deux arrivés vers 22h30, 23h. Et moi, j'étais en train de m'occuper du restructuring de Fram, le voyagiste à Toulouse. À l'époque, j'étais du conseiller en strat. Et Patrizio revenait d'un rendez-vous client à Milan. On s'est bien amusé pendant le dîner. Vraiment, on a bien ri pendant le dîner. On a vu que tous les deux, on aimait bien s'amuser. Ouais. Puis nos femmes étaient contentes. On se dit, écoute, continuons à nous voir. Et puis on a continué à se voir comme ça. Et si je raconte un peu la suite de l'histoire. J'allais te demander à quel stade il en était. Et vraiment, moi, un jour, je me souviens encore, on avait loué une maison dans un petit village en Normandie. Et puis, on croise, c'était pareil, un peu tard, et puis on croise quelqu'un sur le parking. Patrizio l'embrasse, me le présente. Je dis mais c'est qui? C'était le patron d'un grand groupe de parfums. Et je dis mais c'est incroyable, comment tu le connais? Il me dit mais c'est un de mes clients. Je dis mais en fait tu travailles vraiment alors? Quoi, c'est pas l'image que tu en avais? Je l'ai trouvé hyper sympa. Il arrivait comme ça avec un gros. Je me disais, il doit avoir une vie comme ça. La plupart des gens pensent que je ne travaille pas. Il se chambre. Il doit avoir une vie vraiment facile. Et il me dit, mais oui, je travaille vraiment. Et il me dit, mais toi, tu fais quoi, toi? Et donc il m'explique son boulot d'agence et tout. Et je dis, mais moi, je fais quoi? Moi, je fais du conseil en strat. Il me dit, ok, mais c'est quoi du conseil? Ça fait 5 ans que tu me sais, mais c'est quoi du conseil en strat? Je dis, conseil en strat, on peut aussi bien aider des grosses boîtes à se restructurer ou des petites boîtes à grandir. Et puis comme ça, on regarde un peu tous les deux en l'air, on se dit putain, c'est dingue, on est quand même très complémentaires tous les deux. Là. Il y a des trucs, il y a peut-être des trucs. Le créa, le business. Il y a peut-être des trucs à faire ensemble. Ouais, et puis le business, parce que le Patrizio, le créa, il a quand même réussi à monter une belle agence. Et puis enfin voilà, on a des compétences qui s'entrecroisent, mais avec, c'est vrai. On a le marketing qui nous réunit vraiment. On a vraiment un marketing, ce qu'on est clairement la marque, mais le cheminement pour arriver à la marque et pas le même, et chacun dans des champs de compétences où Patrizio est passionné par sa partie, moi je suis passionné par ma partie, et on est ravis que ce soit comme ça parce qu'on n'est pas forcément, on pourrait pas forcément beaucoup aider dans l'autre sens. Parfait, ça, c'est génial. Et quand vous décidez de bosser ensemble, il en est à quel stade de la salle, rien. À l'époque, c'est quoi? C'est encore les dîners? Non, c'est distribué. Non, il est distribué chez Colette et à la grande épicerie. D'accord. Et là, effectivement, je lui dis, mais dis-moi, alors tu veux pas me montrer ce que tu fais, mais en prenant l'exemple effectivement de la sauce tomate. En l'occurrence, à ce moment-là, il avait aussi des accès à ce qui se passait à la grande épicerie. Il se rend compte que finalement, cette petite sauce tomate marchait très bien à la grande épicerie. Et de là, je lui dis, écoute, est-ce que je peux te demander est-ce qu'on peut faire un plan ensemble de développement éventuel? Et puis à force d'avancer. Christian était toujours salarié, en fait. On se voyait le soir, je me souviens, l'un, chez l'autre, chez les parents de l'un, etc. Et on passait 2-3 heures ensemble. On terminait toujours bien les soirées, parce que globalement, c'est aussi ça qui nous réunit. C'est le plaisir de la bouffe et de ce qu'accompagne la bouffe. Exactement, tout à fait, bien sûr. Et du coup, et à un moment, je pense qu'assez naturellement, on a dressé un plan de développement et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble? Absolument. Donc toi, tu décides de quitter Christian. Alors effectivement, parce que ce qu'on voit quand on parlait de la grande épicerie, faut voir qu'au début, Al Dente, c'était une marque qui était vendue extrêmement, qui était très valorisée. Enfin, je veux dire, c'était 15 € un pot de 15 € au début.
de sauce tomate de cette taille-là. Hein. C'était pas ça, c'est Italian Sweetbatter, mais qui était 15 €. Plus qu'un zéro. Non. Mais parce que c'était hyper artisanal en fait. Limite, hyper artisanal. On faisait une production par an. Je me souviens, la première production, c'était 2000 pots. Ouais, même pas. Je sais, même pas, je pense. Et chaque année, mais pour vous dire, on recevait au doigt mouillé, on se disait alors cette année, on va produire et on donnait un chiffre et puis en fait, on les vendait. Donc voilà. Et c'était ce démarrage quand on s'est retrouvés. Effectivement, au début même, pour vous dire même au début de nos discussions, effectivement, moi j'avais les ventes de la grande épicerie qui arrivaient tous les mois. Au début, quand on a référencé la marque, on allait même de temps en temps acheter un peu des pots pour forcer montrer qu'il y avait des recettes. Donc on les rachetait, et voilà. Donc on a fait ça au départ. Ensuite on s'est dit ok, comment ça fonctionne. On a commencé à faire des animations, ce qui était très sympathique. Ouais. Et puis ensuite ça a commencé vraiment à tourner. Et au bout d'un an, on s'est retrouvé sur, je sais pas, les 200 références de sauce tomate que vous pouvez trouver à la grande épicerie dans le top 10 sur nos 3 refs. Mais juste un parenthèse par rapport à la grande épicerie. Moi je suis allé il y a je sais pas un an et il y avait que des al dente partout. Ouais. Et j'ai dit mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font quoi? Ils sponsorisent la grande épicerie. Ça marche très bien. Bah, c'est ça. Il faut mettre vraiment. On couche. Ça se voit parce que vous êtes. C'est ça le secret. On couche vraiment large. Raconte-nous ça nous intéresse. Non, je rigole. Non mais c'est ce que on va et puis on en reparlera après aussi avec le développement d'Italian Sweetbatter. À la fin, il y a un juge de paix quand vous faites ce type de produit en retail, c'est le réachat. Je veux dire, quel que soit le mix produit, à la fin, c'est l'acheteur, il décide ce qu'il va mettre dans ses linéaires. Donc nous, la première personne à qui on doit vendre, c'est l'acheteur. Mais ensuite, ce qui fait que ça marche à la fin ou pas, c'est le réachat du consommateur. Et donc c'est ça qu'on a vu très rapidement et qui est monté hyper rapidement. Et effectivement, quand après on a décidé, moi j'ai lâché mon boulot, ce qui était une petite décision quand même, parce que je faisais du conseil en strat depuis 10 ans, j'étais associé dans mon cabinet, je veux dire, c'était voilà. Ça va pas être la même rémunération. Et pour partir sur une chose où au démarrage, on recevait, il y avait les pots, je me souviens, dans les anciens bureaux d'Adente Cité E-Turf, on recevait les pots, on collait les étiquettes à la main, on prenait le taxi pour aller les livrer chez le client. Et cette année, on a dépassé le million de pots vendus. Les millions de pots vendus. Donc, il y a eu un petit. Ça, c'est quand? Toi, tu es un peu meilleur avec les dates. Dans ces quelles années, ça? Nous, c'était il y a 6 ans. On a démarré pile il y a 6 ans. En fait, t'as rejoint Patricio assez vite dans l'aventure. Au début, c'était très artisanal. Et toi, on en parlait. Et puis, à un moment, il faut se lancer. Donc, on s'est retrouvés. On a démarré, je crois, au mois de mars à peu près. Truc. Alors, le Cial qui était en octobre, effectivement, ça je faisais toujours en étant salarié ou je faisais les deux en parallèle. Après, en mars, on avait lâché. Et le premier moment où on a pris une décision forte, c'était au mois de mars d'ailleurs, où notre producteur nous dit: les gars, moi je vais planter, donc dites-moi quelle quantité vous voulez pour l'année prochaine. Donc là, ça fout un peu la pression. Et là, on se dit, doigt mouillé, ça va un temps. Faut sortir le fichier Excel. 100 000. On produit 100 000 pots. Parce que de toute façon, si on y va, il faut que ça marche. Ouais. Donc ça va marcher, donc on produit 100 000 pots. Mais avant, l'année précédente, c'était quoi? C'était 30 000 Oui, non, 2 000, 2 3 000, enfin 5 000, je sais rien. De 5 000 à 100 000, quoi. C'est genre, mais vous allez y mettre des moyens. Il y a eu l'année intermédiaire où j'étais encore salarié, qui était genre à 20 000, et puis ensuite on est passé à ce 100 000. Mais je le vois ce 100 000 parce qu'il m'a tellement stressé. Oui, c'est clair. Parce que là, c'est un engagement. 100 000 sauces, c'est qu'un hectare de tomates. C'est fou, hein? Ouais. Je m'imaginais plus. Ouais. Parce qu'il est un hectare, c'est grand, quand même. Oui, mais quand même. Bon, après, la densité, je suppose, avec laquelle ça se produit, c'est... Oui. Si on parle du produit à ce stade, justement, comment tu élabores les premières recettes? Et après, on parlera évidemment du sourcing, parce que c'est un point important. Oui. Lequel? Tiens, vas-y, Patricio. Alors, les recettes, d'abord. Il se trouve que, voilà, moi, ma responsabilité dans cette complémentarité sublime que l'on a, c'est effectivement de m'occuper... Qui s'entend, d'ailleurs, aussi. Des recettes.
et de l'image, enfin du packaging et de l'image voilà. Donc effectivement, je venais avec mes recettes. Mes recettes, c'est pas mes recettes, c'est les recettes de maman. À la base, qui est française, Marianne italien, sicilien romain, et du coup effectivement, je veux reproduire moi la première chose, ma première obsession avec la tomate fraîche. Je veux reproduire une sauce qu'on fait l'été qui s'appelle la cake. La cake, c'est la quintessence de la fraîcheur de l'été. C'est vraiment la tomate d'ultra saison, de pleine saison, prise à maturité et juste que l'on pèle. Donc on les réchauffe juste pour les peler et ensuite on les mélange à froid avec de l'huile d'olive, un peu d'ail, du sel, du poivre. Cru, hein, ça, c'est et important. Du basilic. Les sauces tomates traditionnelles, normalement c'est cuit, mais là, celle-là, c'est cru. Donc il faut une très bonne tomate. Et là, donc, on a une très très bonne tomate. Donc là, déjà... Comment tu vas la chercher, ça, au début? Alors au début, je prends un avion, je vais... alors c'est drôle parce qu'on a encore les films, je filme tout avec la main droite et la main gauche, j'ai le volant et à l'époque, je n'ai plus de permis. Donc quand même... C'est bien. Bref. Je sais pas si après il n'y a personne nous écoute. On a 2 auditeurs à peu près par épisode. Exactement. Et du coup, là, je vais à San Marzano parce que la tomate San Marzano est pour moi à la base la meilleure pour faire la tomate. Mais j'arrive à San Marzano. C'est dans les Pouilles, hein, c'est ça? Non, de Naples. C'est à Naples, près de Naples. D'accord. Et là, tu arrives à San Marzano et tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut faire pousser quoi que ce soit à San Marzano? C'est une zone industrielle. Et du coup, là, je vais voir des mecs et tout machin. Je me retrouve chez un mec qui fait, à l'époque, une très bonne marque de pâtes artisanales. Et je lui dis, écoute, j'ai été voir des mecs, ils me font tous bouffer des tomates industrielles qui ont le sigle San Marzano. C'est pas ça, ils mélangent les tomates ensemble. Et puis, ils t'expliquent que chaque fois, ils rajoutent des trucs pour pouvoir standardiser les goûts. C'est pas ça que je cherche. Elle me dit, t'as l'air un peu d'un barjo. Va voir un autre barjo dans le Cilento. Machin, j'appelle le mec, je suis à San Marzano, je dis je peux être chez toi, je regarde le map, dans 2 heures je suis chez toi, j'arrive chez lui le soir et j'arrive, il m'ouvre des bocaux de tomates qu'il avait fait et là je goûte une tomate genre folle qui est une San Marzano mais qui n'est pas AOP parce qu'elle n'est pas faite à San Marzano. Mais lui, il le fait de manière traditionnelle. Alors lui il le fait de manière mais vraiment raisonnées. C'est-à-dire donc. Alors c'est pas bio, mais c'est raisonné. C'est-à-dire que le mec, en fait, vraiment, il gère. Il a à l'époque 5-6 hectares sur lesquels il fait plein de différents légumes. Il est connu aussi comme un très bon agriculteur qui fait des piccoli carciofini comme ça, super bons, etc. Il travaille de façon complètement raisonnée. Et le mec, je me pose chez lui pendant 1 semaine et je commence à élaborer les recettes et je vois ce que c'est que de transformer d'une poêle à effectivement une plus grosse casserole. Parce que finalement, c'est qu'une grosse casserole. Et on fait 3 recettes. Donc la cake, il avait une tomate jaune, tomate jaune et thon, parce que la tomate jaune va hyper bien avec le poisson pour laisser effectivement le acide. Et là tu les cuis là dans cette. Et là celle-là je l'ai cuit exactement. Et je crois que la 3e, c'était la matriciana. Qui est une sauce romaine typique, qui est discutable dans la façon dans laquelle on fait, parce qu'on ne fait pas avec le guanciale, parce que c'est plus gras, on l'a fait avec de la pancetta fumicata, c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Ça porte un goût fumé. Exactement, et c'est effectivement elle pique pas mal, non? Et elle pique pas mal. On a même eu des retours de certains clients, on va vous en parler plus tard, qui adorent parce qu'elle pique beaucoup. On a une petite surprise. Et d'ailleurs, effectivement, à un moment avec Christian, on se dit, mais finalement, est-ce que les Français sont pas habitués à bouffer pimenté? Est-ce que c'est un problème? Écoute, on va faire ce qu'on aime et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà un petit peu comment on a démarré un peu. Et toi, au-delà de la recette, c'est vraiment la matière première, c'est la tomate qui change tout. C'est le fait d'aller chercher le fou, comme tu dis, qui produit encore de manière naturelle. À San Marzano, quand tu dis c'est industriel, c'est-à-dire quoi? C'est tout sous serre? Alors, qu'est-ce qui était critiquable à ce moment-là? La qualité de la terre, parce qu'en fait la terre est séchée, exactement, elle est séchée, elle est pauvre. Et ensuite, en fait, tout dépend de la taille du bac dans lequel elles sont transportées. Les tomates industrielles sont écrasées par le poids et effectivement, ensuite, elles arrivent toutes
plus ou moins mûres. Et ensuite, elles arrivent dans un énorme tunnel dans lequel elles sont lavées, etc. Et ensuite, à la fin, elles sont équilibrées dans le goût pour qu'il y ait dans les bocaux de sauce tomate toujours à peu près chaque année le même goût. C'est un peu ce qui peut se passer aussi dans d'autres domaines, dans le vin, dans le champagne, etc. Quand standardise. Exactement. Et donc, d'ailleurs, nous, les premières années, on achetait, on prenait nos tomates à différents moments de l'année. On a appris ce que c'était qu'un Brix, on a appris tous les éléments techniques, effectivement, de la tomate pour savoir quand est-ce qu'il fallait la choisir, parce que de temps en temps, elle est plus aqueuse, de temps en temps, il y a plus d'eau, il y a moins de sucre, il y a plus de sucre. Et nous, on voulait qu'elle soit sucrée naturellement. Voilà, parce qu'on ne voulait pas ajouter de sucre. On n'a jamais mis un seul additif dans les sauces tomates. Ouais. Voilà un petit peu le... Et tu produis où? Parce que tu disais, le fait de cueillir à maturité, c'est-à-dire qu'il faut les transformer très proches du lieu de cueillage. C'est exactement sur place. Donc là, c'est fait comment tu fais? Tu trouves un partenaire? Non, cette personne-là qui en fait faisait aussi, je veux dire, la stérilisation, ça existe depuis la nuit des temps. La pertisation, ouais. C'est ça, non? C'est la pertisation ou la stérilisation, c'est pareil? Stérilisation, pasteurisation, c'est deux différentes techniques qui, lui, c'était de la flash stérilisation, c'est-à-dire qu'il le portait à une certaine température, mais très, très rapidement, qui est en fait presque parfois plus intéressant que la pasteurisation. Même ta sauce avec les tomates crues, donc ça va pas cuire les tomates, en fait, elle reste crue. Et alors, vraiment, la sensation qu'on a, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il faut savoir aussi, et c'est drôle parce qu'on a aujourd'hui notre responsable qualité qui est allé en Italie et qui nous a dit que c'est dingue à quel point le marché avait changé de la sauce tomate, parce que historiquement, tu parles à un Italien, tu lui dis, je t'ai fait une puttanesca, tu l'ouvres dans une boîte, il dit, mamma mia, mai nella vita mangio questa cosa. Jamais. La sauce, tu l'as fait. Voilà. Sauf que tu peux pas avoir la tomate de saison, tu peux pas avoir le produit de saison. Tu en veux toute l'année. Et là, quand tu ouvres le truc, tu as une sensation de fraîcheur que vraiment, c'est indiscutable d'après les Italiens, nos proches, même des chefs qu'on a rencontrés ensuite, qui nous disent, mais putain, t'as la sensation de fraîcheur d'un truc qui a été fait à l'instant, au moment bon de la saison. La conserve permet de garder ça, et c'est clair qu'il vaut mieux utiliser des conserves que de manger des tomates en hiver quand ils étaient cultivées sous serre et qui ont consommé l'énergie et qui sont dégueulasses. 2000 km, bien sûr, à fond. Et aujourd'hui, ces partenaires, c'est les mêmes avec qui vous travaillez pour la sauce al dente, parce qu'après on parlait d'autres marques. Non, parce que, alors c'est drôle parce que la personne avec qui on travaillait au départ était très caractérielle. Vraiment, c'était la rencontre d'ailleurs entre Christian et lui, ça a été un phénomène, parce que c'était deux mondes qui se rencontraient effectivement, parce qu'on essayait de rationaliser progressivement les choses, et que lui était complètement à des années-lumière. Ça va pour faire 2000. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà. 100 000, après, non, c'était impossible. Les discussions étaient impossibles. Et du coup, après, on est allé plus loin. Et là, aujourd'hui, on produit en Sicile. On a trouvé des choses extraordinaires en Sicile. Et puis, ce qui est intéressant en Sicile, c'est que vraiment, il y a du soleil toute l'année. Donc, on a une tomate qui est gorgée de sucre naturellement. Et on a effectivement des produits qui sont... Et même tous les produits autour sont exceptionnels. Voilà. Et si on revient juste donc sur les noms de la marque, en fait, Al Dente, pourquoi tu as choisi les mêmes noms de l'agence? Tu aurais pu choisir n'importe quel nom. À la base, c'est parce que c'était un outil de communication pour l'agence. L'agence, d'accord. Ouais, tu l'as fait comme ça, ouais. Dans mon métier, du content marketing pour l'agence. Comme si tu faisais un podcast. Métier, les gens, ils ont généralement un magazine. Il y a plein d'exemples d'agences de publicité qui ont un magazine. Il y a des gars qui lancent un podcast. Qui font des podcasts. Nous, on va lancer un tartiflette. Voilà. Tartiflette en bocaux. Appel à projet. Messieurs de la tartiflette. Et du coup, effectivement, je l'ai appelé Al Dente parce que c'était... Voilà, on vend de la culture de marque. On vend de la culture au sens large et du goût. Je me suis dit à un moment, culture et goût, moi, c'est ma culture, elle vient de là, exactement, le savoir-faire. Si vous aimez ma sauce, vous aimerez l'agence quelque part. Voilà. Et c'était vraiment un cadeau de fin d'année. Enfin, je veux dire, c'était brandé. Comme aujourd'hui, il y a des sociétés qui font des cadeaux de fin d'année en brandant des produits au nom de la société. Voilà, là, on le faisait. Cadeau de fin d'année, quoi. Ouais. Mais d'un point de vue business, ça restait quand même un produit assez haut de gamme, avec une distribution quand même d'épicerie fine, exclusive. Ça faisait pas encore un gros business. Et je suppose, toi, Christian, quand tu es venu, tu es arrivé, tu t'es projeté dans quelque chose de plus... Absolument, mais pour nous deux, le but était d'avoir une certaine ambition. Et cette ambition, quand on a lancé
Italians Do It Better, je veux dire, notre objectif, et c'est toujours celui-là aujourd'hui, c'est de devenir le leader en France puis en Europe dans un positionnement de premium sur les sauces chaudes. Et c'est vraiment ça qu'on affirme. Ça a été ta vision. Qu'on affirme à nos clients et on s'est lancé pour ça. Le but de notre complémentarité, en plus d'être sympathique, c'est de faire qu'on ait un truc qui marche à la fin. C'est ça. Sûr. Et après, ça ne veut pas dire qu'on sera sûr que ça marche. Ça, c'est la vie de l'entrepreneuriat avec ses hauts, ses bas, ses succès, ses échecs. Mais en tout cas, l'ambition qu'on se donnait, c'est celle-là et c'est toujours notre ambition aujourd'hui. Et ambition, on l'est. Ah bah ça se voit. Ça se sent. On va ouais, mais ça c'est que le début de l'histoire. Et justement en fait parce que al dente, donc à un moment donné vous vous dites pour faire plus des volumes, il faut peut-être aller vers d'autres types de distribution, notamment la grande distribution. Comment vous évoluez votre rationnel par rapport à ça, par rapport au développement du business et éventuellement les lancements de la deuxième marque? Alors, il y a eu, comme souvent dans la vie, comme notre rencontre, comme pas mal de choses, il y a des momentum qui font que les choses s'accélèrent d'elles-mêmes. Au bout de quelques mois, c'est vrai que notre vision au départ, on était assez séduit par une vision d'un business qui était assez intermédiaire, où en fait il y aurait Patrizio et moi qui rassemblerions les différentes compétences de prod, de recettes, de business, de machin, et ensuite de travailler avec des distributeurs dans les différents pays pour être vendus uniquement dans les points de vente les plus haut de gamme du monde entier. Donc là, ça c'était la première stratégie. Qui est le al dente. Et ce qui est chouette, c'est ce qu'on fait sur al dente, qui est vendu au Japon, au Mexique, en Taïwan, en Belgique, mais plein de pays. Tomate de luxe, même pas premium. Sauce tomate de luxe. Mais il y a quand même une chose dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est qu'il y a une question de volume. Enfin, je veux dire, en dehors de gros flagships type la grande épicerie, une épicerie, on est vendu peut-être dans 250 ou 300 épiceries en France, épiceries fines en France. On parle de quelques cartons. Oui. Et pour faire 100 000 pots, il faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller. Donc, on a ce constat-là, et puis arrive dans notre boîte mail un mail on va la citer, elle travaille plus maintenant chez Monoprix, mais de Zeynep qui nous dit j'étais à la grande épicerie, j'ai repéré vos sauces, j'adore, j'aimerais les voir dans nos rayons. D'accord. C'est acheteur Monoprix, quoi. L'acheteur Monoprix qui nous appelle. Donc on se dit, bon, écoute, génial, tac. C'est leur rôle d'incubateur et de lanceur de marque dans le food notamment et dans le textile. Et donc, on démarre ça, on avance, on signe les accords, on voit les références. Entre-temps, la gamme al dente, on n'avait plus 3 références, on avait une douzaine de références, elle avait un peu grandi. On voit les références qu'on a envie de mettre. Que des sauces à ce moment-là, où il y avait déjà une diversification vers les pâtes Non, il n'y avait que des sauces à ce moment-là, que des sauces. Parce que, parce que j'aime bien les dates, on est en 2016 et les pâtes sont arrivées en 2017. C'est ça. Aussi. Et donc, on se dit, OK, on démarre chez Monoprix. Donc, l'idée, c'est al dente chez Monoprix. Al dente chez Monoprix. C'est ce qu'elle veut. Genre, ce qu'elle veut. Plus ou moins. Ça m'étonnerait, un peu moins cher quand même. Ouais. Et déjà, les sauces à l'époque étaient quand même descendues. Et puis, c'est plus 15 €. Des volumes. Voilà. Oui. Dès qu'on a réussi à faire baisser le prix d'achat, on l'a imputé sur notre prix de vente. Voilà. Donc les sauces al dente étaient genre à 10 €. Juste pour se la faire courte, le prix moyen d'offre dans un rayon chez Monoprix, je parle pas dans la moyenne des hypermarchés français, chez Monoprix. C'est déjà une ancienne premium. C'est 2 €. 2 €. Le prix pot de sauce tomate, 2 €. Quoi. Et vous arrivez avec 10 €, donc 5 fois le prix. Et le truc. Et donc, on se fait et on avait repositionné la marque entre les deux, qui était de se dire, OK, on va la mettre à 7 €, qui est un truc un peu intermédiaire, peut-être 6,95, je sais pas. Et il se trouve que encore une fois par hasard, on était fin décembre et on passait tous les deux une semaine de Noël à la montagne dans le même village, un village paumé, et on se retrouve dans le même village. Et vraiment, je me fais une nuit blanche et je me dis, mais attends, al dente, ça fait 1 an qu'on bosse dessus. Il y a des chefs étoilés qui nous consomment. Je veux dire, le Georges Blanc, Anne-Sophie Pic, je veux dire, c'est des produits qu'on retrouve soit dans leur resto, soit dans leur épicerie fine. Pas dans leur resto, je veux dire. Il est à titre perso, mais pas. Les chocolats à la flamme pique. On parlait de Anne-Sophie, en l'occurrence, c'est dans son épicerie. Et dans l'épicerie. Georges Blanc, il utilise nos pâtes dans ses restaurants. Et on se dit, mais attends, on va tuer un business pour le. Je veux dire, ça sert à quoi? Aujourd'hui, on a lancé cette marque qui est hyper bien positionnée. On va la mettre chez Monoprix de façon 7 €, ça reste trop cher. Voilà, le truc fonctionne pas. Et donc je dis à Patrice, c'est pas possible. Il faut qu'en fait on segmente, on lance une deuxième marque pour la grande distribution. Il me dit, écoute,
Bon, il passe sa journée et le lendemain matin. Comment il réagit, lui, quand tu lui parles de grande distribution? Parce que c'est moins ton univers. Tu travailles pour des marques de luxe. Comment tu réagis? Clairement, en fait, on s'est rendu compte quand même qu'en fait, déjà, pour se permettre de vivre de ça à terme, des volumes. Et quand même, on a une ambition qui est assez forte. Et c'est vrai qu'on a envie d'arriver à un certain confort et de chiffre d'affaires qui nous permet quand même d'avoir une équipe. Et en fait, et c'est vrai qu'on s'est demandé aussi, c'était un moment aussi où la grande distribution Monoprix était en train de changer. On se dit, tiens, ils ont tous envie d'aller chercher un peu plus le monde de l'épicerie fine aussi. Est-ce que finalement, Monoprix, est-ce que c'est vraiment la grande distribution? Moi, finalement, je fais aussi mes courses chez Monoprix. Je me dis, mais c'est pas un gros mot non plus. Là, voilà. Non, mais c'est pas vulgaire de rentrer en grande distribution. On est très, très fier d'être vendu en grande distribution. En revanche, ce qu'il faut, c'est bien adresser ces marchés avec les bons produits. Et là, à ce moment-là, surtout, je me souviens ce qu'on s'est dit à ce moment-là. Maintenant, ça me revient. C'est ce qu'on a réussi à faire sur l'ultra premium en épicerie fine. Pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas le droit de bouffer de la bonne sauce? Et est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de démocratiser cette espèce d'excellence de la sauce tomate? Et là, ce motto-là nous a motivés. Effectivement, on s'est dit là, OK, si on a cette proposition-là, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie un peu le tir. Franchement, il n'y a pas de raison. Le plat de pâtes reste un plat pas cher. Entre une sauce effectivement à 2 € ou une sauce à 5-6 €, c'est pas une énorme différence de prix. C'est une énorme différence de prix, mais c'est pas une énorme différence sur le prix d'un plat de pâtes. Ça reste un prix accessible. En France, on dit beaucoup à la fin du mois, j'ai bouffé des nouilles pour terminer. Finalement, tu peux bouffer des nouilles upgradées. De meilleure qualité, ça fera passer le truc. De super bonne qualité. Et en vrai, ça va pas être hyper plus cher. Mais pour le coup, éduquons. Et ayons ce rôle, effectivement, d'éduquer les gens à ce que c'est qu'une bonne tomate et de bouffer un produit avec des tomates de saison. En assumant un positionnement premium, parce que voilà, pour avoir des bons produits, il faut y mettre le prix, mais après, il faut quand même trouver un bon positionnement pour un consommateur de grande distribution. Tu ne peux pas lui vendre un pot à 15 balles, évidemment, en distribution. Et c'est là où, en fait, ce motto qu'on a gardé, qui est toujours le même aujourd'hui, c'est une qualité artisanale dans des quantités industrielles. Et de faire ça, et quand on parle du... Je t'ai déjà entendu dire ça, et c'est vrai que quand tu dis ça, ça fait rêver tout le monde. Après, comment? Mais ça, comment tu arrives à le faire? Et ça a été le gros sujet, quand on a fait des levées de fonds, quand on a fait rentrer nos actionnaires, c'est là-dessus qu'on est challengé en permanence, et de manière belle promesse en tout cas. Et de manière plus générale, c'est comment est-ce que nous aujourd'hui on arrive, quelles que soient les évolutions de notre marque, s'il y a une chose sur laquelle on ne va jamais transiger, c'est la qualité de ce qu'on trouve dans le pot. Excellent. Et si on revient donc sur l'histoire des Monoprix, vous êtes face à l'acheteuse ou elle vous contacte, l'acheteur vous contacte pour passer une commande d'al dente, vous discutez du prix. Non, mais surtout, on a tout signé sur al dente. Al dente, c'est signé. Donc, il y a une date de livraison. Et donc, moi, je me suis fait une nuit blanche. Je me suis fait une nuit blanche parce que je me dis, on va faire une connerie. Et là, Patrizio m'appelle à 8h du matin. Il me dit, j'arrive, puisqu'il était juste à côté. Il arrive. Il arrive à 8h? Vraiment 8h? C'est incroyable, il est arrivé à l'heure. Ça change. Aujourd'hui, c'était pas ça change d'aujourd'hui, il nous a mis quand même 1h30 de retard. On va en parler. J'avais promis d'en parler. Il arrive, il dit, écoute, j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé un nom de marque qui a l'air vachement bien. C'est Italians Do It Better. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est canon, ce nom et tout. Justement en train de réfléchir à dire il faut une deuxième marque, et lui, il a anticipé ton intuition. Non, je lui ai dit la télépathie. Je lui ai dit la veille. Ah oui, d'accord. Non, on se parle. Je dis, on fait télépathie totale, l'un pour l'autre. Non, je lui ai dit, la veille, j'ai fait une nuit blanche, je lui ai dit, on fait une connerie, on va dans un mur en mettant cette marque, ces trucs. Là, Patrizio arrive, trouve la marque, et on se dit, maintenant, il faut qu'on l'explique à Monoprix quand même. Italians Do It Better. Donc déjà, il faut qu'on dépose la marque. On va sur le site de l'INPI, on regarde la liste, il y avait des gens qui essaient de déposer le nom Italians Do It Better à peu près toutes les 2 semaines dans des classes alimentaires. On se dit, on tente, on verra bien, on tente. On dépose, on tente le dépôt. Juste après, 2 jours après, on appelle Zaineb, donc l'acheteuse chez Monoprix. Ça va les garçons? Mais ça va super, Zainab, là, ça va très bien. En fait, ça va pas être un produit. Et c'est bon, la livraison. La livraison, elle est super. Tu vois, les pots, ils vont arriver exactement le jour, tout comme on s'est dit. Il y a une petite chose qui va bouger, c'est le nom. Ça va finalement pas être al dente la salsa. Non, mais qu'est-ce que vous me racontez, les garçons et tout. Imagine, le nom, il est génial, c'est Italians Do It Better. Non, mais qu'est-ce que vous me racontez, les gars? Moi, je veux voir le pot
que j'ai vu à la grande épicerie, je veux le voir dans mon magasin. On dit Zeynep, en anglais. on lui dit fais un petit test. Appelle Kaina, qui a 25 ans, qui était son assistante, et fais-la venir dans le bureau. Et donc, elle fait venir Kaina et on dit Kaina, Italians do it better. Tu connais? On était en eau. Je vous promets, on était en eau. Je nous revois encore, on était en eau. Italians do it better. Tu connais? Elle dit bah ouais. Je sais plus ce que c'est, mais oui, je vois, je connais la marque, je connais cette marque. On dit Zeynep, c'est ça qui va se passer pour tous tes clients. Avec Al Dente la salsa, tu vas toucher une clientèle qui, ok, va à la grande épicerie chez Colette, mais c'est pas ça le monde de la grande distribution. Avec Italians do it better, tu vas toucher tous tes clients. Et là, elle nous a dit, écoutez, honnêtement, je ne sais pas, mais je suis prêt à vous suivre. C'est beau de la part de Monoprix. C'est couillu. Et la seule chose qu'elle nous a dit, elle dit en revanche, vous produisez vos volumes. Si jamais la marque ne marche pas, je vous préviens, on s'arrête et tant pis pour vous. Ouais. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les hashtags Italians do it better, il est très utilisé sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est le plus gros hashtag pour parler du lifestyle italien. Ah ouais, c'est pas Italians arrive later, non? Oh là là, on a ouvert. Je crois qu'exactement ça c'est un running joke. Jusqu'à la fin là. Mais je m'excuse encore une fois. Juste une petite question par rapport à ça. INPI. Donc vous avez déposé la marque, évidemment, mais tout le monde essayait. Évidemment, Zeynep nous dit juste les garçons qu'on soit bien d'accord, pas de blague, la marque est bien déposée. Oui, évidemment, Zeynep, sachant que ça met 6 mois pour avoir le retour. Avoir la confirmation de l'INPI. Et donc on lance nos 4 références Italians do it better. C'était les mêmes référents. Et là, chez Monoprix. À l'intérieur, c'était les mêmes produits au début qu'Al Dente. La première livraison. On va être très honnête en plus vis-à-vis des gens qui vous écoutent aussi. Et la première livraison, c'était la même chose. Ensuite, et aujourd'hui, pour la faire très courte, on a démarré 4 références chez Monoprix il y a 5 ans. Aujourd'hui, on en a 15 et on a 8% de part de marché. Oui, ça a bien marché, on a bien compris ça, mais si on revient sur cette première semaine, qu'est-ce qui se passe en fait? Quels sont les retours qu'elle vous fait? Est-ce que les clients ils adhèrent ou non? La première semaine, la grande distribution, il se passe rien la première semaine. On attend, il faut attendre quand même quelques mois pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est là où, pourquoi je parlais de Ricky Benkisser tout à l'heure dans la lessive. Moi, mon premier job, ça a été de lancer une marque qui s'appelle Vanish. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les pots, c'est les additifs pour le linge, rose fluo. Un peu moins sexy, mais intéressant parce que ça arrivait sur un marché qui était totalement saturé, avec un principe qui était nouveau, qui était l'oxygène actif, et qui était expliqué aux clients au travers d'animations. Et nous, en magasin. Et nous, on se dit, écoute, on va refaire la même chose. On le faisait déjà effectivement sur Al Dente et on s'est dit, mais on continue. Mais tu le fais dans les strates premium. On va le faire de manière massive. On va le faire de manière massive dans la grande distribution. Donc au début, c'est nous, on a fait pendant plusieurs mois, on a fait des animations, nous, dans les magasins pour tester le concept, pour optimiser le concept. Comment est-ce qu'on fait goûter avec du pain, On parle d'un monde avant Covid. Oui, d'accord. Ça fera partie des questions. Aujourd'hui, ça marcherait moins bien de lancer une marque comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Parce que le principe, quand quelque chose est un peu plus cher, les consommateurs peuvent tout comprendre si c'est bien expliqué. Bien sûr. Et sinon, juste dans un rayon, et juste dans un rayon de voir un truc qui, comme ça, sur le papier est plus cher, il faut pouvoir expliquer pourquoi. Et on a fait ces animations, et puis le produit a commencé à prendre, et de Monoprix nous a dit maintenant il faut élargir la gamme, et puis ensuite il y a d'autres enseignes qui nous ont appelés, et on a grandi. Point intéressant, on peut s'arrêter là-dessus. Justement, qu'est-ce que tu dis aux consommateurs à ce moment-là? Qu'est-ce qui justifie le premium de prix par rapport à ce qu'il a l'habitude d'acheter? Quelle est la différence sur le marché d'Italien? On peut ouvrir le pot maintenant, et on va tremper une cuillère dedans, tu vas la goûter, et ensuite je vais te poser une question, je vais te dire, est-ce que tu as déjà goûté une sauce tomate à la cuillère? On peut le faire, c'est juste qu'on n'a pas de cuillère, ça va faire un petit peu. On va le faire après. Il va nous aider avec une cuillère. Une question, c'est exactement ça. Donc c'est le goût. Non, mais au-delà, ok, c'est bon. Concrètement, effectivement, ce qui a fait, nous aujourd'hui, on a à chaque fois qu'on lance dans une enseigne, on a toujours le même principe, et effectivement, c'est de faire goûter. On fait goûter, on a une académie d'Italiens qui rentre dans toutes ces enseignes et qui connaissent extrêmement bien la bouffe, et très bien les produits, et qui en parlent très bien, et qui surtout font goûter et donnent envie de faire goûter. Et une fois qu'on a goûté la différence entre une sauce de n'importe quel de nos concurrents dans la grande distribution et celle-là, on comprend la différence de prix. Et
effectivement, là, après, on se pose la question de se dire, effectivement, cet écart, est-ce qu'il vaut le coup ou pas? Et pour le moment, on a un bon réachat. Donc, du retour très positif. Mais au-delà de la dégustation, parce que tu ne peux pas mettre une animatrice dans chaque magasin, qu'est-ce que vous affichez dans votre communication aujourd'hui comme bénéfice sur cette marque? C'est certainement des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, là, mais je vais vous laisser le dire, mais c'est la fraîcheur des produits. C'est vraiment les deux éléments clés. C'est en fait, avec 2 produits italiens Sweet Better, vous faites chez vous un plat de pâtes digne d'un grand restaurant. Vraiment digne d'un grand restaurant. En ayant quasiment rien fait, vous réchauffez, faites cuire les pâtes, tu réchauffes ta sauce, tu mélanges et tu as une qualité et une fraîcheur qui sont exceptionnelles et qui font le succès et le réachat de la marque derrière. Et au final, pour 3 € quelque chose par personne, ce qui n'est pas non plus un repas très cher. Les prix aujourd'hui de la sauce, c'est non. Non, c'est par personne. Exactement. Par 2. Exactement. Et c'est quasiment le prix de la sauce. Alors on va le goûter avec des fourchettes. Et un couteau aussi. Vu qu'on va goûter, parce que tu parlais d'un point intéressant, on t'a posé la question, c'est qu'au début, c'était donc la première livraison, c'était al dente à l'intérieur, marque Italian Sweet Better, mais tout de suite, pour garder quelques milliers de pots et ça a duré quelques semaines. Voilà, tout de suite vous avez lancé donc la vraie recette Italian Sweet Better. Qu'est-ce qui change de la recette italienne par rapport à al dente? On n'a pas changé la recette, on a changé les producteurs. On avait un besoin de volume que l'on ne pouvait pas avoir avec nos artisans en Sicile. Et puis aussi, la logistique de la Sicile était trop compliquée pour pouvoir livrer la grande distribution très rapidement. Ouais. Du coup, on a été à la recherche effectivement d'une très bonne tomate dans le nord de l'Italie. Et on a réussi à trouver une très bonne tomate dans le nord de l'Italie et un circuit effectivement de fabrication qui était le même, c'est-à-dire vraiment les champs sont à quelques kilomètres de l'endroit où on transforme et on a réussi à retrouver un certain nombre de fournisseurs de matières premières toujours de saison qui effectivement nous ont permis de reconstituer nos recettes, mais de les faire pour la marque Italian Sweet Better avec des volumes à grande échelle, tout en gardant de la qualité. Notre principe, c'est aujourd'hui al dente la salsa, c'est vraiment notre leader d'opinion, entre guillemets, notre laboratoire qui nous permet effectivement de tester des recettes, d'aller à l'encontre d'agriculteurs qui travaillent extrêmement bien et de voir au fur et à mesure du temps si on peut les faire travailler après sur Italian Sweet Better et les aider effectivement à aussi se développer et voir s'ils ont envie de se développer ou pas. Mais aujourd'hui, il y a évidemment une différence entre les deux produits, même gustativement. Oui. Déjà, pour justifier le fait qu'al dente est toujours un premium de prix et qu'on est sur un sourcing un peu plus pointu, parce que c'est plus du sud. Et des recettes beaucoup plus spécifiques, des choses de plus grands connaisseurs. Enfin, c'est une marque de connaisseurs. Ouais. On sait que sur Italian Sweet Better, il y a un certain nombre de recettes qui font 80% du marché. Et effectivement, après, à nous d'éduquer les consommateurs pour essayer effectivement des recettes dont ils n'ont jamais entendu parler. Là, celle qu'on vient de goûter, c'est pomodoro, donc c'est très très bonne, c'est très frais justement. Donc ça, c'est quoi? C'est tomate, mais c'est tomate cuite. Ça, c'est la tomate basilic. La plus simple, dans tomate son plus simple appareil. Exactement. Tomate, non. Il y a quand même un assaisonnement. Mais il y a très peu d'ingrédients. C'est un peu relevé. Il y a donc, il y a un peu des viandes, non? Non, c'est une tomate basilic avec donc 93% de tomates fraîches, effectivement, donc de saison et de plein champ, de l'huile d'olive extra vierge, du basilic genovese AOP et sel, ail et poivre. Ail et poivre. Elle est très bien assaisonnée, elle est très longue en bouche, c'est très très bon. Merci mon cher. On n'allait pas dire l'inverse. Non, ça serait gênant. On aurait pu sortir directement. Pourtant, il nous a énervé, on arrivait en retard, mais t'as vu, c'est gentil. On est parfait. On a fait peur à Christian, c'est les autres, ils sont énervés. Regardez, On est cool. Et du coup, ça vous permet. J'enlève une couche. C'est bon, tu peux respirer. Mais du coup, ça vous a permis tout de suite, parce que vous n'êtes pas resté sur les 7 euros. Aujourd'hui, Italien ne se coûte pas 7 euros. Du tout. D'ailleurs, donc ça vous a permis de continuer à baisser les prix. Ça nous a permis direct, quand on a lancé
lancer la marque, non pas finalement de la lancer à 7 € comme on en parlait tout à l'heure, mais de la lancer à 4,95. Et là aujourd'hui, ce qui change pas mal des choses. 2 fois plus cher que la moyenne de marché. Ce qui reste 2 fois plus cher que la moyenne de marché. Premium, mais plus accessible. Ce qui après de beaucoup d'études, de benchmark prix, on en a refait d'ailleurs, il y a pas longtemps là quand on commence à élargir maintenant dans pas mal d'enseignes et tout. On a fait plus de 12 000 relevés de prix et pour comprendre aussi bien sur nos catégories que sur d'autres catégories qui ont été à succès avec des marques premium qui sont censées à succès, quel était psychologiquement un écart de prix acceptable sur ce type de business. Et alors là, vous êtes dans le. Et justement, on rentre et c'est progressif. C'est ce que disait Patrick. En fait, chaque fois qu'on gagne quelque chose, parce qu'on gagne en volume, on le rend à la distribution dans le prix. Nous, notre but, c'est de démocratiser cette alimentation saine et responsable, comme on le dit souvent. Et donc aujourd'hui, on a des prix où nos produits, ces produits-là, maintenant, vous les trouvez à moins de 4 €. Donc au fur et à mesure, les choses descendent dans les. C'est qui crée un cercle vertueux, parce que plus tu vas avoir du volume, tu vas baisser ton prix, plus tu vas faire des volumes. Et sachant qu'ensuite, il y a quand même une autre composante, peut-être pour que nos auditeurs comprennent bien, quand vous tous les produits de la grande distribution ne sont pas l'enseigne ne fait pas la même marge sur tous les produits, sur tous les acteurs de la grande distribution. Donc si on prend nous des acteurs majeurs du secteur qui sont par exemple Barilla là ou Panzani, la grande distribution va prendre entre 15-25% de marge, là où nous ils vont prendre plus du double. Oui, donc forcément ça ressent sur le prix. Bien sûr. Donc plus tu vas développer ta distribution, plus il y a des acteurs, à certains moments il y a des acteurs qui sont connus pour ça comme Intermarché ou Leclerc qui vont faire baisser mécaniquement les prix. Eux, ils diminuent la marge, donc ils baissent le prix parce qu'ils veulent faire du volume. Et donc le petit voisin à côté dit « Oh là 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 là, ça y est, j'ai 20 centimes d'écart avec l'autre, donc moi aussi, je vais commencer à baisser mes prix. » Et c'est là où on rentre dans un cercle vertueux pour tout le monde. Et à la fin, surtout pour le consommateur final. Qui peut... Encore une fois, vraiment, c'est intéressant toujours d'avoir des drives dans la vie. Et le drive de démocratiser la bonne bouffe, c'est une belle mission. C'est une belle mission. C'est-à-dire plein de gens, même tes acheteurs, ils sont contents de pouvoir proposer ces produits-là au juste prix. Bien sûr. Oui. Et d'amener de la nouveauté dans leur rayon. Oui. Et surtout, on se pose beaucoup... Enfin, pour nous, on représente un peu ce que devrait être le nouveau premium. C'est-à-dire effectivement qu'il y a eu beaucoup d'étapes dans le premium dans la grande distribution. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on embrasse de façon instinctive à la base. Et ensuite, effectivement, on s'est rendu compte qu'on embrassait ce que devait être le nouveau premium aujourd'hui. Qui reste accessible, c'est-à-dire de la qualité, mais qui doit rester accessible. Oui, et surtout du 100% naturel, effectivement, des ingrédients de saison, pas de sucre dans les sauces tomates. Voilà, il y a des ingrédients de saison, effectivement, une traçabilité. Voilà, tous ces points-là sont très importants. Dans plein d'autres catégories. Plein de choses. Et puis voilà, donc c'est autour effectivement de cette traçabilité, de réassurance vis-à-vis du conso. C'est une chose aussi qui est basique. Quand on fait de l'alimentaire, on peut avoir toutes les choses, tous les éléments de réassurance possibles et imaginables. Déjà, il faut que ce soit bon. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, d'avoir une marque. Nous, on a grandi avec Patricio, on en parle souvent quand on réfléchit à la manière dont on veut concevoir nos pots, quand on était plus petit, parce qu'on est toujours jeune, au paquet de cornflakes. Ouais. Tu sais, quand tu prenais tes céréales le matin, puis que tu regardais derrière en disant « Mais attends, c'est quoi toute l'histoire qu'il me racontait, tout le rêve dans lequel il nous emmenait ?» Cette petite chasse au trésor ou ce genre de choses. Et c'est à tous ces éléments-là avec lesquels on a grandi, auxquels on essaye de se raccrocher et sur ce type de surface, en tout cas, de pouvoir parler comme ça aux consommateurs. Avant de parler de l'ouverture de la distribution aujourd'hui et de toutes les opportunités qui sont créées, est-ce qu'on peut reparler de l'offre? Parce que là, on a beaucoup parlé de la sauce. Et vous avez ouvert l'offre à d'autres catégories, les pâtes. Est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui l'offre d'Italians? Alors, sur l'offre d'Italians, alors on va parler de l'offre, sachant que quand même, on a eu un petit recentrage il y a 2 ans, en disant justement parce que ce qui était magnifique au démarrage avec la marque Italians Do It Better, on s'est dit ça va être fantastique, c'est une marque ombrelle géniale, on va aller sur toutes les catégories, on va faire du produit italien, on va aller faire de la glace, on va faire tout ce qu'on peut trouver d'italien. C'est vrai que c'est une belle marque. Ouais. Et ce qui n'est pas une mauvaise idée, sauf moi j'étais embêté parce que je savais faire que des sauces tomates. et puis entre-temps on a rencontré des investisseurs et ces investisseurs sont là pour nous accompagner financièrement, mais aussi pour nous donner des conseils. De l'expertise, ouais. Et ils nous ont dit, bah ouais, mais en fait, on se rend bien compte que plus tu vas multiplier le nombre de références, plus vous allez cramer du cash
et plus ça va être difficile d'avoir une société qui soit rentable en cible. Donc c'est là où on s'est dit, attends, plutôt que d'essayer d'être pas mauvais sur plein d'activités différentes, on va se fixer un objectif sur une catégorie, mais qui est devenir le numéro 1. On veut devenir le numéro 1 des premium sur les sauces. Belle ambition. Et autour de ça, pour les accompagner, on a effectivement sur la table ici un paquet de pâtes et qui est construit et qui est préparé dans la même philosophie que ce qui a été fait sur les sauces, c'est-à-dire avec des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. La qualité, là aujourd'hui, ces pâtes qu'on a là, elles sont faites avec un grain de blé ancien. On va les goûter, tiens, on va les cuire. Non, mais ce qui est intéressant, on s'est retrouvé dans des phénomènes de société. C'est vrai que quand on a commencé à lancer Italian The Butter, il y avait tout ce principe de la tomate, la traçabilité de la tomate chinoise, les gros reportages qui sont sortis effectivement. Et du coup, je pense qu'il y a une aspiration aussi sur l'envie des consommateurs de savoir un peu ce qu'il y a dans les produits. Et ensuite, sur les pâtes, ce qui est intéressant en ce moment, c'est le gluten. Pourquoi est-ce qu'on devient tous intolérants au gluten ? Concrètement, 20-30% de la population est intolérante au gluten. Et sensible. Intolérant, réellement, il n'y en a que 1%. Cœliaque, exactement, 0,5. Et du coup, on s'est posé la question. Moi, je me suis retrouvé à être un peu sensible au gluten. Et puis, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. Le blé, ça existe depuis Tu manges que des pâtes. Voilà, exactement. Ça va être compliqué. Et j'ai commencé à travailler avec des naturopathes, avec des diététiciens. J'ai commencé à me renseigner effectivement sur est-ce qu'on pouvait qualifier la qualité du gluten. C'est le mauvais gluten qui est mauvais. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, et là on a passé vraiment 1 an à étudier le gluten et la fabrication des pâtes, et on a compris qu'il y avait 6 moments qui étaient mal faits. Et du coup, nous, on a voulu corriger et souvent, c'est d'ailleurs revenir un petit peu dans le passé. Ce que faisaient les anciens. Exactement. Aujourd'hui, la farine ancienne déjà. Oui, alors voilà. La culture. Exactement. Donc nous, on fait aujourd'hui un blend de différents grains de blé anciens, chaque année italiens, dans les pouilles. Et effectivement, ensuite, on a trouvé des fours un peu comme nous qui ont réussi à reproduire effectivement des fours anciens, c'est-à-dire des fours qui mélangeaient l'air chaud et l'air froid, qui étaient en fait à Gragnano, qui est la Mecque de la pâte. Eh bien, il y avait une rue où effectivement il y avait l'eau qui arrivait, l'air du Vésuve qui se mélangeait avec l'air de la mer, et ce mélange-là faisait que la pâte était la plus extraordinaire d'Italie. Une belle histoire, ça doit être vrai. C'était testé. Ouais. Écoute, en tout cas, ce qui est testé, c'est les fours effectivement qui mélangent en fait, quand tu cuis une pâte, la structure de la pâte. Quand tu cuis une pâte, du coup. Exactement. Quand tu cuis la pâte au-dessus de 65 degrés, eh bien tu enlèves toutes les valeurs nutritionnelles de la pâte. Tu la transformes en gros en du plastique. C'est très compliqué à digérer. Quand tu utilises effectivement un grain de blé modifié, eh bien tout dépend de comment il a été modifié. Il peut être modifié pour être meilleur, mais il peut aussi être modifié pour effectivement, et c'est la plupart du temps, pour être surproductif ou résister à toutes les variations de température et les variations de climat. Et comme il résiste à beaucoup de variations, eh bien, il a du mal à être digéré. Exactement. Et donc voilà, il y a c'était passionnant comme recherche, comme la recherche de la tomate d'ailleurs, c'est d'aller effectivement au fond des choses et de revenir avec effectivement une marque. On a une marque, on a du marketing, on aime bien se marrer et on aime bien faire en sorte que nos produits soient chaleureux esthétiquement. Mais par contre, il y a une vraie recherche à chaque fois sur le savoir-faire, retrouver les bonnes méthodes pour cette notion de séchage, c'est essentiel d'avoir une belle qualité de farine et de la sécher à plus de 100 degrés comme le font l'intégralité des pâtes industrielles que vous trouvez en grande distribution. C'est exactement comme de préparer une jolie tarte, une jolie quiche et ensuite de la faire cuire au micro-ondes. Oui. On va ça avec du café, c'est pareil. C'est à la fin en produit. Bref. Vous êtes les seuls réellement à faire ça. J'ai du mal à croire que vous soyez les seuls. L'addition de tout ça, on est, en tout cas en grande distribution, on est les seuls. Ce qui fait que les pâtes aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'elles sont vraiment chères par rapport à ce que effectivement elles sont vendues 3,95 €. 3,95 €, ce qui est vraiment. Parce que grande distribution, on est plutôt autour de quoi, 2 €. 2 €, c'est des pâtes déjà qui sont premium, assez premium. Des marques italiennes. Barilla, c'est 1 €. C'est moins 1 € et moins.
peut-être même en dessous de l'euro. Et ensuite, on passe à des checks au moment. Et effectivement, voilà. Ou sinon, en épicerie fine, tu as des pâtes à 6 balles. Exactement. Exactement. C'est en l'occurrence qui est le prix des pâtes al dente et la salsa qui sont bio. Et effectivement, voilà. Aujourd'hui, peut-être qu'on est un petit peu trop en avance sur le marché sur les pâtes parce qu'effectivement, c'est compliqué d'expliquer le bon gluten versus le... Voilà. Aujourd'hui, on a écrit gluten sain sur nos pâtes. On peut... Oui, parce que... Et d'ailleurs, on ne peut plus l'écrire d'ailleurs, parce que c'est qualifié un gluten et on ne peut pas qualifier le gluten. Mais c'est intéressant de voir à quel point les mutations, effectivement, entre les mutations sociétales et ensuite, effectivement, ce que l'on peut faire et en même temps la réaction ensuite d'un consommateur final, quelles sont ces étapes-là et combien de temps ça prend pour changer de perception. Et pour donc, vous avez donc élargi l'offre d'abord avec al dente, ensuite Italians, ensuite les pâtes. Aujourd'hui, vous avez combien de fournisseurs, des partenaires avec qui vous travaillez pour développer toute cette gamme-là? Alors, pour Italians ou un tout, global, on a 5, Ouais, 5 fournisseurs en Italie. Ouais. Enfin, 5, 6. Du coup, de blé, de tomates. Alors, effectivement, pour la sauce tomate, déjà, on fait la sauce tomate et on fait le pesto. Le pesto, c'est un savoir-faire très particulier. Et le pesto, on a un savoir-faire très particulier sur le pesto. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail de chacun des trucs, mais et donc c'est un producteur particulier. Ouais. On a un producteur pour le basilic, pourquoi pour la matière première, pour la façon de garder le basilic, effectivement, de transformer le basilic en saison et de le maintenir effectivement dans une conservation qui nous permettra d'avoir la plus grande fraîcheur aussi dans le pot. Il faut savoir que nous on est un pesto qui dure 2 ans et que le pesto frais, effectivement, c'est quelque chose qui dure que quelques jours, donc c'est un vrai défi technique d'arriver à avoir un pesto. Puis d'avoir des feuilles de basilic, pas avoir une crème comme tu l'as dans plein de pestos. Enfin voilà, d'avoir toute une. Un peu de mâche, quoi. Exactement. Et puis nous, on a des vrais pignons à l'intérieur, des pignons entiers. On fait un vrai pesto à la genovese. Retournez souvent quand même les étiquettes. Regardez ce qui se passe dans les étiquettes. C'est important. Et donc voilà. Donc on a un producteur pour la sauce tomate, un producteur pour le pesto, un producteur pour les pâtes, et effectivement des fournisseurs ensuite de matières premières. Ça, pour le coup, il y en a beaucoup plus. Voilà. Et ça, c'est un point important parce que sur les fournisseurs de matières premières, et justement là-dessus, nous, par exemple, on source directement la tomate. Vous sourcez la tomate, ensuite c'est votre partenaire qui produit la tomate. On appelle producteur ici, c'est celui qui fait le produit fini pour qui est en bouteille. Qui prend notre recette, nos recettes nous appartiennent et qui effectivement ont la charte des recettes et qui les mettent. Vous définissez le cahier des charges. Exactement. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vous aussi qui avez la main sur le choix du fournisseur. C'est-à-dire, tu vas faire telle recette, au-delà tu vas bosser avec telle tomate. Voilà, exactement. C'est vous qui achetez? Non, c'est lui qui achète quand même. Au début, on achetait et puis après, c'est pour des raisons. C'est le contractuel, c'est plus simple qui livre entre Italiens qui fassent ce truc. Mais il est obligé d'acheter les tomates que vous demandez d'acheter. Et que pour nous, c'est indispensable. C'est ce qui fait toute la taille. On a défini plein de choses. Le fait qu'il y ait des morceaux de tomates est pareil, que ce soit pas une pulpe fine, que ce soit une espèce de passata à l'intérieur. On a vraiment des petits cubes de tomates. Donc ça, on a défini la taille des cubes, à quelle date exactement on reçoit Eduardo et Patrice s'occupent du sourcing, vont goûter très régulièrement à partir de mi-août pour être au courant exactement de là où on est la tomate, pour qu'on dise le bon moment où on se dit qu'on va récolter et qu'on va y aller. Donc c'est un point aussi qui est fondamental. Des équipes justement sur place qui contrôlent le travail de vos producteurs, ou c'est des sourceurs, tu disais, qui viennent régulièrement, ou il y a vraiment des gens sur place? Nous, c'est des équipes qui bougent. Il y a Patrizio qui passe une bonne partie de son temps en Italie, et Eduardo aussi qui s'en occupe. Vous verrez, je vous invite à regarder la vidéo YouTube, vous verrez, il est très très bonne mine. Oui. Tu vas souvent en Italie. Oui. Je continue le chambrer. Est-ce qu'un jour vous allez peut-être avoir envie d'internaliser cette production ou cette façon de produire avec des partenaires avec qui vous travaillez depuis déjà un moment? Ça vous convient? Ça a été une grosse question. On avait très envie de tout intégrer au départ avec Christian, parce que c'est vrai que comme on a des très jolis modèles comme Hermès et comme des jolies maisons qui effectivement, et pour nous d'être l'excellence, c'était pour nous d'intégrer effectivement. Et après on s'est rendu compte que l'évolution permanente, on ne saurait, si on investit dans un labo de production aujourd'hui, on doit définir des quantités annuelles. Elles évoluent tout le temps. Donc, en vrai, il n'y a pas de complication extrême dans le fait c'est la taille de la cuve.
la casserole. Voilà. La casserole, elle est plus ou moins grande. Et à peu près la taille de cette table, d'ailleurs. Et nous, on a commencé avec des cuves, effectivement, comme celle-ci. Maintenant, elles sont plus larges. Et effectivement, on s'est rendu compte que de maîtriser le sourcing, de maîtriser nos recettes, de caler les choses avec des producteurs avec qui on a des contrats et avec qui on a une confiance totale, avec qui on fait des points de vérification réguliers, etc. Et de challenger aussi, parce qu'ils ont un savoir-faire aussi, de challenger leur savoir-faire, etc., eh bien, ça nous permettait effectivement de trouver un équilibre qui, pour nous, aujourd'hui, est le plus sain pour le développement de la marque. L'outil de prod n'est pas intégré, mais par contre, vous êtes très présent, vous le contrôlez. Et l'outil de prod est totalement surcapacitaire en Italie. C'est-à-dire qu'il y a un nombre, en dehors de la période octobre, décembre, où il y a de la prod. Je ne sais pas quel est le taux de charge des labos de production en Italie, mais à mon avis, il est de moins de 50%. Je veux dire, il y a vraiment de la place. Donc pour nous, c'était plus important. Structure de prod. C'est pour ça qu'on le artisanal à des quantités industrielles, c'est vraiment un label qu'on sait qu'on va pouvoir garder très longtemps. Mais pour y répondre avec ce modèle-là. Exactement. D'ailleurs, je sais que vous êtes proche. C'est le modèle Michel Augustin. Aujourd'hui, je crois, sans me tromper, ils n'ont pas d'unité de production, ou peut-être maintenant, mais ils ont des recettes. Je ne sais pas pour Michel Augustin. Nous, c'est là où c'est la différence par rapport aux autres acteurs des sauces, en tout cas, c'est que on a ce sourcing de la matière première. On va pas acheter, on n'arrive pas, on n'est pas arrivé chez des gens en disant tiens, on aimerait avoir une tomate basilic. On a parlé des spécificités des recettes qui avaient été développées par Patrizio tout à l'heure, et c'est ça qui fait que les gens reviennent. Donc nous, quand on bouge, et on est obligé par la force des choses, quand on passe de 2000 pots à plusieurs millions de pots, on est obligé à un moment de faire évoluer notre production, mais on veut le faire avec bon sens et avec sincérité vis-à-vis du consommateur final. Et nous, à partir du moment où notre tomate, c'est toujours la même. Et effectivement, la machine qui est en bouteille, celle d'avant, elle pouvait faire 2000 pots par jour. Et aujourd'hui, on est plutôt sur 3000 pots peut-être par heure. Mais parce que ce avec quoi on arrive, la qualité de la tomate ou l'huile d'olive, c'est nous qui l'avons sourcée et on sait exactement que c'est celle-là qu'on veut avoir et qui va bien dans notre recette. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Quand Patrizio parlait tout à l'heure du vrai premium, cette responsabilité vis-à-vis de nos recettes et vis-à-vis du consommateur final, c'est indispensable. Oui, et vous avez créé une mécanique commerciale qui vous permet de vendre ces produits à un prix plus élevé, c'est qui vous permet d'avoir un budget plus important pour sourcer des produits de meilleure qualité. Bien sûr. Et les industriels, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont en compète par question des centimes, en fait. Donc, ils se battent pour avoir les prix les plus bas et c'est celui qui perd, c'est l'ingrédient. Et pour donner un ordre de grandeur, pour reprendre l'exemple de la tomate, nous, la tomate qu'on utilise, on utilise une grosse pulpe, des morceaux de tomates qu'on utilise. Déjà, si vous passez sur une pulpe fine, ça coûte 30% moins cher. Ensuite, si vous passez sur du concentré de tomate, qu'on retrouve dans la plupart des recettes que vous trouvez dans un hypermarché, c'est 50% moins cher. Ensuite, si vous passez sur du double concentré de tomate, c'est 80%. C'est 80% moins cher. Le double concentré de tomate, qui est principalement sourcé en Chine et qui avait fait l'objet d'un livre passionnant, s'il y en a qu'un lire, qui s'appelait L'Empire de l'or rouge, et qui expliquait que 80% des pots de sauce tomate qui sortaient d'Italie avaient une partie de tomates chinoises assemblées avec des tomates, enfin des concentrés. Des concentrés de chinois. On revient sur l'histoire de la distribution. Ouais, c'est ce sujet, vas-y. Voilà, on revient sur l'histoire. Donc, vous démarrez Monoprix, on a bien compris, c'était al dente. Il y a eu toi qui étais inquiet, toi tu as une bonne idée, Italians Do It Better, ça marche, vous animez, vous apprenez, vous recrutez des gens pour continuer à animer. Comment ça se développe par la suite? Quand est-ce que vous augmentez les nombres des magasins, d'autres enseignes? Surtout que tu as parlé de 8% de part de marché tout à l'heure, donc comment tu arrives à ce résultat-là? Dans les enseignes dont on parlait, la meilleure des choses, on va prendre un exemple pendant le confinement. Le confinement nous a boosté de manière générale l'épicerie. Nous, comme on a une partie en direct où ça s'est un peu arrêté. On a nos clients historiques sur lesquels les ventes ont explosé. Et puis c'est nos nouveaux clients sur lesquels on a eu un peu des démarrages. Mais il y a quand même 2 enseignes avec qui on a pu démarrer sur le premier semestre de l'année. Une enseigne, c'est Costco. Je ne sais pas si vous voyez le modèle économique de Costco. Ils ont un magasin en France. C'est un américain, en fait. Voilà, qui est un leader américain. Un magasin en France. C'est des grandes quantités à des prix discount, en fait. On en vendait
10 par jour avant le confinement. On allait démarrer notre programme d'animation et tout. On n'a pas pu faire les animations puisque Covid, tout était fermé. À la fin du confinement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on en vend 85 par semaine. Et on était à 10 par semaine auparavant. Par semaine, d'accord. Donc on a multiplié par 8 sur cette période-là. Une enseigne comme Géant Casino, où on a démarré pareil au mois d'avril. Ils nous ont fait, on va faire un petit test pour voir comment ça marche. On a démarré dans 30 magasins. On a testé, on a fait nos animations, on a fait les différentes choses qu'on a pu faire là au mois de mai. Et les accords qu'on a signés avec eux, là, on est présent maintenant dans 2000 magasins. Il nous faut rentrer dans l'ensemble du parc, que ce soit des plus grands hypermarchés géants à la petite proximité casino qu'on trouve dans les différents villages de France. Donc c'est le seul moyen qu'on a pour émerger et pour grandir, c'est que chaque fois qu'on va expliquer notre histoire à un acheteur, alors maintenant de moins en moins il commence un peu plus à nous croire à chaque fois, mais à chaque fois il se dit mais je vais vous poser une question, mais est-ce que vous connaissez beaucoup de marques qui ont réussi dans la grande distribution? Nous oui, il y a plein de marques qui ont réussi dans la grande distribution. Mais des marques qui ont été lancées par des indépendants, des noms de marques qui ont été lancées dans la grande distribution. Il a cité Michel Auguste, c'est un très bon exemple, je pense. C'est qui le patron récemment, mais qui est très engagé. Il y a qui Good correspond pour les bébés, c'est un vrai carton. On pourrait brainstormer. Ce que tu veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'elles sont créées par des grands groupes. En général, elles sont créées par des grands groupes. C'est difficile à émerger comme ça. C'est difficile à émerger cette percée, elle est incroyable. Ton ancien employeur, ou même dans la bouffe, Unilever et compagnie. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il y a peu de marques qui arrivent vraiment à émerger comme celles que vous avez citées. Et en vrai, quand on pose la question, en général, tout le monde répond ces 3 marques que vous venez de citer. Passer de 0 à 8% de part de marché en très peu de temps sur une marque créée par des indépendants, c'est vrai que c'est une belle prouesse. C'est magnifique. Et c'est ça l'histoire. Et c'est ça l'histoire qu'on raconte. Et c'est comme ça qu'on essaye de rentrer dans les enseignes et en martelant toujours la même chose. Et c'est le point de départ aussi qu'on voyait tout à l'heure avec Al Dente. Nous, ce qu'on va amener dans le magasin, on va amener du trafic parce qu'on est une marque qui est différenciante. On va dynamiser le rayon parce qu'on va faire des animations, on va mettre de la paix. On met plein de choses dans les magasins pour qu'on soit visible, pour qu'on se fasse connaître. Il va y avoir une relation avec nos commerciaux qui est une relation, un lien qu'aucune autre marque n'arrive à créer avec les chefs de rayon. Donc c'est cet ensemble de choses qui fait qu'à la fin on arrive. Parce que ça c'est un vrai métier. Bon, on a compris que toi tu avais une vraie expérience là-dedans, mais animer la grande distribution, déjà il faut se faire référencer en centrale et ça vous le faites bien. Et après il faut aller animer les magasins. Donc c'est des animations, mais c'est un gros investissement d'aller. Déjà il faut créer un concept d'animation, il faut les dupliquer, il faut le mettre en place, il faut payer des animateurs. 2000 magasins, donc 2000 magasins. Donc ça vous avez comment vous financez ça déjà et comment vous êtes organisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes plus tous les deux pour faire ça. Ah non, c'est pour ça. Je pensais que c'est pour ça qu'il était en retard. Il animait chez Franprix là. on est à 5 références à ton retard. Encore une fois, désolé. T'as pas fini. Et donc déjà sur les animations, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est ce principe de cette académie qu'on a créée. On recrute des Italiens et des Italiennes en direct, on les forme au bureau pour les former. C'est des Italiens qui animent, d'accord. C'est des Italiens et des Italiennes. On a besoin, quand on parle de l'Italie, que ça chante et que on a besoin que ça chante. Exactement, on a besoin que ça sente le soleil. On a besoin de son retard. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fonctionne. C'est comme Big Mama aujourd'hui dans ses restaurants. C'est des Italiens qui servent. Ça fait partie de l'expérience. Vous, une animation faite par des Italiens, c'est intelligent. Ouais. Et c'est ça qui marche. On a eu une animation dans un magasin ce week-end. En 3 heures, on a vendu 120 pots. C'est énorme. C'est dégustation a priori. Alors c'était dégustation. C'était dégustation. Là tu fais comment? Maintenant on en parle. C'est storytelling. On en parle. Storytelling. On pourrait diffuser un podcast. C'est pas du storytelling, c'est expliquer la qualité de nos produits. Oui, pédagogie, pardon. Voilà. C'est de l'éducation, de la pédagogie. Mais bon, l'élément de la dégustation, storytelling, mais au moins sincère. C'est juste d'expliquer l'histoire sincère de la marque, la démarche et puis ce que vous faites de différent par rapport aux autres. Oui. Non, c'est ça. C'est tout à fait ça. On a une question sur la distribution, en fait, non? On a surtout une question d'une VIP qu'on connaît bien, donc Mercotte, qui connaît vos produits, qui apprécie vos produits, qui savait qu'on allait vous rencontrer, donc qui nous a livré cette question qu'on vous pose aujourd'hui. Donc à Chambéry, parce qu'elle est savoyarde, elle a la chance comme moi, on trouve les produits, mais seulement chez Monoprix, alors que sur leur site et dans le podcast qu'elle a écouté avec vous, des nouveaux toqués qu'on salue, ils disaient qu'on les trouvait partout, Carrefour, Leclerc, mais niet à Chambéry. Alors que pourtant la Chambéry est
proche de la Savoie et voilà, avec une présence italienne très forte. Donc déjà, pourquoi vous êtes finalement pas distribué dans toutes les enseignes? Elle semblait peiner. Et pourquoi est-ce qu'on trouve pas tous les produits, notamment les pâtes artisanales? Donc ça, c'est sa question. Et après, elle passe un mot qui est très sympa. En tout cas, leurs sauces sont top. Et l'Ariabata arrache super. J'adore. Donc on remercie Merci elle. Grazie cara. Donc pourquoi vous n'êtes pas distribué dans toutes les enseignes en Savoie? Mais c'est une excellente question et ça fait rebondir sur la question que tu posais juste avant, qui était comment est-ce qu'on faisait pour grandir. Et vendre à l'acheteur, c'est une chose. Ensuite, il faut que le produit, il arrive dans le magasin, c'est un autre combat. Et ensuite, il faut le faire découvrir au consommateur final. Il y a 3 combats quand on démarre. Et vraiment, la vente, c'est une petite partie du lancement du produit dans une enseigne. Être référencé dans l'enseigne, c'est qu'une partie, c'est ça. Et même être référencé, pour avoir un acheteur qui dit super, nous c'est le cas, hein. L'acheteur de Carrefour, il nous a dit super, vous êtes vendu à Chambéry, vous pouvez y aller à Chambéry. Après, il faut que le chef de rayon, il faut que le magasin commande. Il faut que le magasin commande, donc il faut qu'on ait des commerciaux qui passent. Donc ces choses-là, elles prennent un peu de temps et on est ravis d'avoir comme ça des consommateurs impatients de retrouver, nos produits partout. Il faut qu'on arrive à y répondre encore plus vite, mais effectivement, il faut le temps que l'équipe grandisse. On a maintenant des commerciaux qui couvrent à peu près tous les territoires de France. Mais bon, on n'a pas encore non plus 100 commerciaux. Vous avez combien de commerciaux en France? On a 10 commerciaux. Salariés ou c'est une force supplétive? D'accord. Ouais. On a fait le choix de ne pas utiliser de supplétif, que ce soit pour les animateurs, effectivement, pas d'animation supplétive, machin. C'est des salariés que vous formez, donc des Italiens, on forme tout. Oui. Et même aujourd'hui, la chose qui est merveilleuse, un de nos excellents vendeurs, Domenico, qui travaille avec nous, était auparavant animateur. Il faisait des dégustations, il faisait des animations et des dégustations. Il vient du terrain. Il était commercial dans le vin. Il vendait des vins italiens. Et puis un jour, on lui a dit, mais écoute, on a un poste qui se libère, tu cartonnes, tu t'éclates. Nous, on adore travailler avec toi. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas rejoindre l'équipe pour devenir un commercial en CDI? Voilà. Et il nous a rejoint au mois de juin. Chouette. En plus, il connaît les terrains comme personne, quoi. Exactement. Juste on a donc cette rubrique, en fait, les questions de l'audience. Tu as vu Patrizio sur LinkedIn. Il l'a bien animé, d'ailleurs. Ouais, il a bien animé. Merci. Tu as augmenté la portée des 100% de Post. On a une deuxième question des Marina Soldi, peut-être d'origine italienne. On a un peu évoqué, mais peut-être vous pouvez synthétiser. Comment tirer son épingle du jeu dans un rayon ultra concurrentiel dominé par 2 mastodontes que sont Barilla et Panzani? Déjà, Marina Soldi, Soldi, ça veut dire l'argent. Marina, tu vas aller très loin dans la vie. Ça commence effectivement, je pense, enfin, je sais pas ce que le visuel est quand même effectivement un peu important. On s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait émerger effectivement dans un rayon avec le visuel. Donc l'identité, le packaging, ouais. Oui, et de faire en sorte de trouver ce bon équilibre entre effectivement quelque chose qui est bien packagé, mais qui surtout nous, on a été les premiers à proposer un pot transparent où l'on peut vraiment voir le produit. Voilà, donc on le sent. Et ça, je pense que ça a été un des points forts. Après, on a une écriture blanche qui ressort effectivement assez bien. Et c'est vrai que quand tu vois les pots des concurrents à côté, le pot émerge. Ouais. Après, effectivement, toutes les difficultés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire comprendre la différence. La démarche. La démarche et le sur prix. Un packaging. Les prix n'est pas assez pour comprendre la démarche parce que c'est... Pas assez, même si ça peut être un très bon indicateur. C'est un argument. Mais il faut derrière expliquer, il faut regarder les ingrédients. Ce sont des habitudes que pas tous les consommateurs ont de regarder derrière le pot et voir ce qu'il y a dedans. Oui. Mais c'est vraiment un vrai combat de rentrer en grande distribution côté industriel. Et je pense que je reviens sur le point de tout à l'heure. On a dit qu'on voulait être le leader sur le premium. Et ça passe par quoi? Ça passe, on a dit que les produits sont bons. On a dit qu'on avait tout ce qui était le packaging, cette transparence, et c'est des choses qu'on commence à voir autour de nous, où même des grands acteurs se rapprochent de ce type de packaging. On ne va pas en dire plus à ce stade maintenant. Mais il y en a qui se rapprochent. Et la troisième chose, voilà, qu'on soit responsable et qu'on ait une démarche sincère. C'est une chose dont j'entends souvent parler dans les termes que vous employez, qui est un marketing. Un marketing. Tu veux faire les pubs de notre agence? Vas-y, on t'écoute. Non, mais c'est une chose qui est totalement fondamentale. Mais ce qui est important, c'est de bien voir que ce marché sur lequel on est aujourd'hui, c'est un marché qui est en croissance, aussi bien en volume qu'en valeur.
Je passe la période de Covid qui a un peu mis le bordel dans toutes les stats de vente. Mais le fait d'être sur un marché en croissance, ça veut dire qu'il y a énormément de nouveaux entrants qui arrivent. Je donne 2 exemples. En même temps que nous, il y a 2 acteurs qui sont lancés. Qui ? Il y a Rivoire et Carré. Je vois pas. Et il y a Heinz. Rivoire et Carré, c'est une grosse marque, un gros industriel du secteur, de sauce. Ils font des pâtes et puis ils faisaient pas de sauce chaude. Ils s'étaient lancés il y a 5 ans. Ah bon, ça n'a pas marché, ils sont arrêtés. Heinz qui s'est lancé en même temps que nous sur les sauces chaudes. Heinz quoi, ketchup? Le ketchup Heinz, ils ont lancé une marque de sauce en même temps que nous. Avec la marque Heinz. Avec la marque Heinz, absolument. Très présents. Hein. Ils sont présents, pour vous dire, si on prend en Ile-de-France, ils sont présents dans 85% des magasins. Ah ouais, c'est beaucoup. Sauce tomate? Non. Sauce tomate. Ça appartient à un grand groupe. Kraft. Ouais, donc du coup, ils ont la force de frappe commerciale du grand groupe. Ils ont investi. Ils font de la pub à la télé, voilà. Ils ont investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans le développement des produits, dans la pub, dans tout ce qu'on peut imaginer. On attend d'avoir les derniers Nielsen qui sont tombés là, qu'on a reçus hier. Mais en tout cas, sur l'année dernière, on a déjà gagné 1 point. J'ai une stat qui était la proximité. On a gagné 1 point encore de part de marché. Sourire depuis donc c'est super. J'attends d'avoir le résultat. Ce que je veux dire, c'est que Heinz, qui a dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros, ils ont aujourd'hui 3% de part de marché en Ile-de-France. Sur la catégorie des sauces premium. Là où vous êtes à 8. Non. Là où nous, on est à 2,5. 2,5. 8, c'était quoi? C'était en proximité. Justement. Ah, d'accord. C'est spécifiquement en proximité. Ouais. Vous êtes à 2,5 en global, quand même. Ouais. Ile-de-France, ce qui est super. Donc voilà, il faut arriver à se faire une place. Mais ce que je veux dire, c'est que je reviens sur le message et les valeurs qu'on a, parce qu'on voit que même des très gros industriels qui ont beaucoup de moyens, ils essayent de se lancer et ça marche pas. Et à l'inverse, il y a plein de petites marques. Vous allez sur un salon alimentaire italien, il y a des milliers de marques qui veulent se lancer partout et qui n'arrivent pas forcément non plus à émerger. Donc c'est de trouver la juste recette de mix marketing entre les deux. On en a un peu parlé, parce que c'est votre expertise, notamment Patricio, la marque. Donc c'est un sujet qui est très important. Comment vous avez travaillé cette marque? Toi, tu as une expérience dans le luxe, mais comment tu la travailles avec ce positionnement-là? Comment vous faites pour qu'elle soit désirable? Vous avez joué sur quel levier? Les réseaux sociaux, les PR, l'influence? On a compris l'animation point de vente, mais au-delà de ça. On a essayé pas mal de choses. Nous, ce qu'on voulait, effectivement, dans cette expérience, effectivement, d'avoir un peu un pot de lifestyle italien quand même, c'est-à-dire d'éduquer les gens au bon lifestyle italien. On est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, on a une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux qui permet de réassurer effectivement sur la qualité de notre produit, parce que quand même, comme on dit beaucoup de choses, on a beaucoup d'humour aussi sur les réseaux sociaux, il faut trouver la bonne balance. Ouais. On a fait de l'affichage sauvage, assez couillu. Ouais. Ça vous a apporté des bons résultats, ça? C'est discutable, on ne sait pas, parce que tu ne sais pas vraiment quel est le retour, tu ne mesures pas. La télé, tu vois la croche était assez agressive. On avait fait désolé les industriels, Italians do it better. C'est gentil. Donc affiché à Paris dans les rues Exactement, à Paris dans les rues. On a fait de la télé, on a fait de la radio avec Nova. On a pub, tu veux dire? Ouais, en 9 mois où on expliquait la qualité de nos produits dans des... Vous voulez pas faire une pub sur Business of Bouffe? Ça marche hyper bien là. Ouais, on a vraiment partagé. Oui, justement, on voulait en parler. On voit le média, on a une audience très qualifiée. Mais c'est vrai. Bon, super, on a un annonceur pour... Voilà, exactement. Et du coup, voilà, on a essayé plein de trucs, on a touché à pas mal de choses avec des très petits budgets. Je veux dire qu'une des opérations les plus cool qu'on ait faites, il y a le World Pasta Day. Où vous baladez dans Paris. Ouais. Là. Et là, on a fait une opération qui n'est pas coûteuse, mais qui était vraiment super sympathique. On a une Fiat 500 rouge. Ouais. On a, avec des stickers Italians do it better. On a organisé ça avec notre agence de RP qui s'appelle Mania Press. Ouais. Et on a on a chargé le coffre de sauce. On ouvrait le coffre à République, dans des points où il y avait beaucoup de monde à l'opéra, etc. On ouvrait le coffre pendant une demi-heure et on offrait des sauces. Du street marketing, ça marche bien encore, évidemment. Ouais. Et comme ça, faut le faire intelligemment. On était aux 20h, il y a plusieurs chaînes qui nous ont mis aux 20h et on nous voyait et on nous a vu partout comme ça. Ça marche encore, ces coups d'audace, c'est très bon. Oui, et en vrai, voilà, et encore une fois, ça va dans la même logique qui est pour nous de faire goûter. Voilà. Nous, en fait, on sait qu'on se fait un client quand et voilà, exactement. Il faut que les gens goûtent et on arrive et normalement, ça se
transforme en un client. Et vous avez rajouté, il n'y a pas très longtemps, une troisième marque à l'univers, en fait, avec Italiano Biologico. Est-ce que vous pouvez expliquer Il biologico Je peux pas le dire italiano. avec l'accent, moi. Il Biologico Italiano. Bravo, Garo. Qui a fait la trame là, Philibert? Petit piège. Il Biologico Italiano. Quelle est l'idée rationnelle derrière ces lancements, en fait? Pourquoi vous avez lancé cette troisième marque? Parce qu'il y a une malheureusement, ou je ne sais pas, mais en tout cas une réalité sur le marché, c'est qu'on doit segmenter son offre. À part quelques marques qui arrivent, et notamment dans la distribution. Tu en parlais avec Good Goût tout à l'heure. Michael, il a très bien réussi à garder et à avoir une marque qui soit mais rare. Honnêtement, j'en connais pas d'autres. Et des quelques autres marques qui sont lancées à peu près en même temps que nous, mais dans d'autres domaines, dans du miel, dans des choses, il y a 5 ans. Et qui n'ont pas fait le choix de se segmenter, ils n'arrivent pas vraiment à progresser. Nous, on a fait un podcast avec Bindi, qui ont lancé ensuite Bindeli. Avec Yannick et sa femme, Voilà, et justement, on a pas mal évoqué ces sujets-là. C'est con. Parce qu'à la fin, les produits, je pense que dans le cas, c'est les mêmes. C'est juste une marque différente, quoi. Donc, on prend les consommateurs par des... Il y a des exemples. C'était Poulaous aussi. Poulaous a réussi à avoir la même marque dans les différents circuits de distribution, mais c'est vrai que c'est pas la... Oui, Poulaous, t'imagines, tu vas pas lancer une deuxième marque sur la même mission qui est protéger les poules. Et donc, nous avons lancé avoir différentes marques. Et nous avons lancé une marque dédiée au réseau bio, qui est donc il Biologico Italiano. Et l'idée est que moi, j'ai adoré l'enseigne avec qui on a démarré, nous a fait un peu revenir dessus, mais ce nom de marque qui est moins puissant, si vous voulez, qu'Italians Do It Better ou que Al Dente La Salsa. Pourquoi ? Parce que justement, c'était l'objectif, quand cette marque a été créée, de mettre la marque en retrait par rapport à l'intérêt des ingrédients qui étaient dedans. Et quand le concept était poussé au maximum au démarrage, on avait même un packaging où en fait sur le front, il n'y avait pas la marque. Il y avait la liste d'ingrédients. Ça fait presque un produit MDD, pas quoi. De marque. Voilà, pas de marque. Pas de marque. Et en fait, les enseignes nous ont dit, écoutez, oui, d'accord, mais il faut quand même une marque, en fait. le produit, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une marque Italians Do It Better bio, ça existe. Du coup, là, cette nouvelle marque, enfin cette marque, c'est le même produit. Ou c'est pas le même produit? Non, c'est pas le même produit. On peut pas. Il y a des acheteurs qui peuvent être en commun entre les enseignes, donc c'est pas les mêmes produits, c'est pas exactement les mêmes recettes. D'accord. Pardon, vas-y. Elle évolue. Ce qui rend l'échange extrêmement simple. Ouais, hyper simple. C'est génial. Plein de références. Et quelle est la différence alors avec cette troisième marque par rapport à Italians en bio? Encore une fois, c'est le sourcing. Je veux dire que effectivement sur les recettes, c'est très compliqué d'ailleurs. C'est intéressant le bio. Moi, entre le bio et le raisonné, j'ai de temps en temps envie de me poser des questions, parce qu'effectivement, dans le bio, il peut se passer beaucoup de choses aussi. Nous, c'est ce qu'on voit souvent. Parfois, dans le bio, tu trouves de la merde et il ne faut pas s'arrêter au label. Et dans le non-bio, tu as des trucs exceptionnels. Exactement. Et c'est vrai que le gros problème du bio, pour nous, c'est le sourcing, parce que c'est d'être bon. Et d'ailleurs, bio c'est bon, c'était un assez joli nom, parce qu'effectivement, la plus grosse problématique du bio, c'est d'être bon. Par le passé, des encore, même si ça a changé d'actionnaire. C'est plus le même propriétaire. Je parle de l'origine du nom. Oui, non, c'était une belle ambition. Mais ils vont en garder une partie quand même, donc ça va. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, la grande difficulté, effectivement, c'est que le bio est en mutation et qu'effectivement, il faut aller contrôler la façon dans laquelle les gens font du bio et essayer de comprendre aussi comment les choses sont faites et d'essayer d'avoir aussi le choix de la qualité. Or, il y a moins de production dans le bio, donc tu peux très vite te retrouver à prendre des queues de prod pas bonnes. Et voilà. Donc, c'est une attention particulière. Voilà. C'est réussi quand même à trouver dans les. Écoute, tomates, en tout cas, c'est avec bio. Christian, c'était notre mission. C'était c'est vraiment de faire du plaisir, enfin d'avoir du plaisir quand on mange du bio. En termes des prix, c'est quoi par rapport à Italian? C'est plus cher? Même prix? C'est un tout petit peu plus cher. On est sur des écarts de 5 à 10% plus cher. Par rapport à Italians bio. Par rapport à Italians standard. Ouais. Et mais par rapport à Italians bio, vu qu'il y a une gamme Italians bio. Par rapport à la gamme Italians bio, ils sont vendus un petit peu plus cher, mais à nouveau, ça c'est pas forcément lié à notre volonté à nous, c'est plus lié aux marges, parce que les marges de la distribution spécialisée sont pas les mêmes que la marge de la distribution de masse.
Et du coup, vous êtes aujourd'hui distribué chez Naturalia, c'est ça? Et d'autres enseignes? On est en pleine discussion sur le sujet avec d'autres. C'est vraiment le moment dans la grande distribution, dans la période, la 1er décembre, fin février, qui est le moment de... Amis acheteurs. Bah écoute, il y a plein qui nous écoutent, donc vous êtes là au bon moment. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous avez un outil pour pouvoir attaquer ces segments du marché aussi. Avant, vous n'aviez pas, quoi. Absolument. Et si on parle de l'activité, parce qu'elle commence à faire un petit joli business, là, avec 3 marques, distribution un peu partout en France, à la fois grande distribution spécialisée. Vous êtes combien? Je pense que tu disais là que tu voulais avoir une équipe. Maintenant, vous avez une équipe, quoi. Ah oui, maintenant on a une équipe. On est une grosse vingtaine maintenant dans l'équipe. D'accord. Donc, et la basé moitié à Paris, les sièges à Paris. Basé une partie à Paris, parce qu'il y a une partie des, sur les 10 commerciaux, il y en a qui sont dans le sud-est, donc sont dans les différentes régions de France pour pouvoir s'occuper de nos clients. D'autres qui sont plus en mouvement, comme Eduardo et Patrizio, qui s'occupent du sourcing, qui passent pas mal de temps en Italie. Et puis, on a une raison sociale. Enfin, on a effectivement une boîte en Italie aussi pour gérer toute la partie prod. D'accord. Pour avoir un lien effectivement permanent avec l'Italie. Et tu fais référence à un part des marchés de 2,5% pour les sauces, c'est ça? Ouais. Part des marchés. Au global. Nous, on a pris la taille du marché, on a fait un petit calcul, Excel, Philibert, là, il a passé J'ai passé ma nuit. On a trouvé un truc autour des 15 millions chiffre d'affaires. C'est un peu ça l'ordre de grandeur de la boîte, plus, c'est situé où en fait? J'arrive pas du tout à me souvenir. Je ne sais pas. Non, on donne pas d'indication sur le chiffre d'affaires. Mais à mon avis, l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. C'est 10-15. Non? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir des bonnes convictions et que ça tourne bien. Ouais, c'est pas mal. Mais ça, vous avez été impacté par les Covid en fait en 2020. Ça. Alors, sur le Covid, il y a une chose qui se passe souvent dans les moments de crise en général, c'est qu'il y a une accélération du phénomène qui était en cours. Et ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que ça a renforcé cette dichotomie qu'il y avait entre d'un côté le prix, qui est fondamental, de trouver des choses qui sont pas chères, parce qu'aujourd'hui on l'a vu, avant le Covid il y avait la crise des gilets jaunes, avant il y avait d'autres choses. Donc il y a eu un axe fondamental qui a été sur le prix, et puis un autre axe fondamental où des gens ont dit mais attends, moi j'ai besoin de c'est quoi tout ce qui est en train de se passer, j'hallucine. Je veux maintenant me sourcer, je veux avoir des produits sur lesquels je sois clair, je veux bouffer des bons trucs. Voilà. Donc sur le plaisir et sur la naturalité. Et clairement, ce sont les deux tendances qu'on a vues. Sur le côté prix, c'est là où on va se retrouver soit avec des marques d'entrée de gamme, soit souvent, je pense que le travail des enseignes aujourd'hui, c'est de développer des MDD qui soient différenciantes et qui répondent à ces besoins-là. Et sur la naturalité et le plaisir, c'est là où Italian Do It Better, j'ai l'impression, est une superbe réponse. Italian Do It Better. Non, et c'est là où, quand on revient sur les éléments dont on parlait tout à l'heure, c'est quoi du vrai premium, voilà, et Italian Do It Better répond à ça. Donc clairement, et je pense que d'ailleurs dans nos relations et les négos qu'on a fait en fin d'année, ça a eu un impact très positif parce qu'il y a eu une prise de conscience des acheteurs là-dessus. Super. Et pour développer l'activité, vous avez fait une levée de fonds en fin 2019. Vous avez levé 1,2 million. Vous avez fait rentrer des profils assez seniors en fait, dans l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques investisseurs qui sont rentrés dans ces tours-là? Bien sûr. Nous, l'idée, quand on a fait notre levée de fonds, évidemment, c'est parce qu'on avait besoin d'argent pour se développer. On a investi. L'équipe dont on parlait tout à l'heure, le responsable logistique, le directeur commercial, le directeur marketing, voilà, toutes ces personnes-là, on peut faire encore x2. On n'aura pas besoin de doubler le nombre de personnes à ce poste-là. Donc, on n'essaie pas d'investissement. Et donc, on voulait faire entrer des personnalités qui, à la fois, aient de l'argent, parce qu'on en a besoin, ça aide. mais de l'autre surtout, parce qu'on a eu la chance d'avoir plein de personnes qui voulaient investir, surtout des personnes qui avaient des bons contacts, qui avaient des bonnes relations et qui avaient envie de prendre le temps de réfléchir avec nous et de nous accompagner dans le développement de la boîte. Et c'est typiquement, pour en citer quelques-uns, des cas comme Serge Papin ou comme Michel de Rovira. Serge Papin qui a été président de Système U pendant 15 ans, le Michel de Rovira de Michel Augustin. Je trouve qu'il y a des parallèles entre les deux histoires, entre Michel Augustin et ce que vous êtes en train de faire, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est pertinent. Absolument. On comprend pourquoi il a été excité par le projet. Et c'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure, quand on parlait de la croissance du nombre de références, je vois encore quand on était dans la cuisine al dente, justement, où il y avait Michel qu'on rencontrait pour la première fois, il nous dit regarde, c'est génial, et puis on fait ça, et puis ça cartonne, on avait les premiers Nielsen, on lui montre les chiffres et tout, et on dit puis en plus on va faire ça après, on pourra partir dans plein de directions différentes. Il t'a dit tout de suite. il dit pourquoi pas, c'est peut-être une super idée, juste
avant de le faire, réfléchissez bien à cette histoire de BFR. C'est l'avantage d'un board. Parce qu'on est quand même dans le business de la bouffe. On y va. Vas-y. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peut-être ont envie de se lancer ou machin. Plein. C'est choisissez des gens, des relations humaines dans le pognon. Ne faites pas les fonds, etc. Choisissez des gens qui effectivement vont vous donner du temps et vous permettre de passer d'amateur à pro. Et nous, on a eu la chance d'avoir des gens que l'on voit une fois par mois, une fois par mois, c'est déjà bien, c'est pas mal. 2 fois par mois. Et on a on a évidemment des moments annuels où on se voit tous ensemble et on fait en sorte que ce soit un moment très agréable. Mais après, on les voit régulièrement, on leur pose des questions. On a choisi des experts dans chacune des parties sur lesquelles nous, on n'était pas experts et on avait besoin d'être encadrés. Et on a choisi des gens qui avaient envie, au-delà de l'argent, de vivre une aventure humaine. Et je pense que c'est hyper important de ne pas se retrouver vite dans le principe du fonds qui essore souvent les boîtes, qui leur font changer de stratégie, qui veulent prendre plus de la moitié des parts. Voilà. Garder. Il y a des gens de fonds qui nous écoutent, ils vont apprécier. Non, excusez-moi pour les gens de fonds. Il y a des fonds qui pour le coup font bien leur job. Le principe du fonds, c'est de dire qu'ils sont hands-on. Ils ont matériellement pas forcément le temps sur des petites boîtes. Vaut mieux démarrer avec des business angels, avec du love money, avec de l'argent qui vient de gens qui ont confiance dans les humains qui sont derrière les boîtes. Et ensuite, il y a un moment pour les fonds. Le moment pour les fonds, il arrive effectivement plus tard. Et effectivement, à un moment, il y a un besoin d'un gros boost. Et là, effectivement, les fonds peuvent être... Pour vous, ce moment... L'expérience même des fonds peut être très utile. Ce moment de la prochaine levée avec des fonds, c'est dans combien de temps? C'est une bonne question. Ce qui va nous le décider précisément, c'est notre banquier, voir le cash qui reste sur le compte. Pour l'instant, on est déjà les négos nationales là, qui ont lieu. Voilà, exactement. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Genre, on a toujours essayé. Ça, c'est un autre point qui est important, c'est de pas faire les choses dans l'urgence. À partir du moment où vous êtes pressé par quelque chose, honnêtement, ça rend le truc compliqué parce que vous êtes un peu lié à la situation. Donc on va voir dans les prochains mois, dans les 2 années qui vont venir, on va avoir besoin de fonds. La question, c'est est-ce que c'est comment est-ce qu'on va. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ces fonds. Est-ce que ça va être pour passer aujourd'hui, on parlait de 2,5 de part de marché en France. Est-ce que c'est pour passer à 8% dans toute la France, ou est-ce que c'est pour se lancer en Angleterre et dans des pays anglo-saxons, parce que d'avoir des produits de pot de sauce vendus Italians do it better, parce que quand le nom en Angleterre, on comprend que là, le chemin, il sera encore plus rapide dans la tête du consommateur. Vous avez déposé les noms à l'international ou pas? Partout. Oui. Partout. Oui. Partout. Comment tu as fait pour le déposer? Parce que tu disais tout à l'heure, c'était compliqué, qu'il y avait un dépôt incroyable. Je suis passionné par le sujet tu peux aller voir l'histoire. Non, mais parce que, alors, il y a plusieurs façons de déposer les marques. Il y a la marque figurative ou le nom. Nous, on a fait le choix de la marque figurative et ça nous a permis de déposer effectivement voilà. Après, on s'est accolé un logo, un très bon. Voilà, c'est une semi-figure. Ouais, il faut payer une partie dans le monde. Semi-figure. Parce qu'en plus, dans votre cas, c'est écrit, quoi. Exactement, on a une marque qui est avec une typo et effectivement elle est protégée dans cette configuration-là. Exactement. Par contre, si moi j'écris Italian Do It Better écrit autrement, tu pourras moins me... Non, c'est quand même le nom sera quand même semi. Exactement, elle est semi-figurative. Pardon, effectivement. En fait, ça veut dire que doit y avoir un logo quelque part sur l'étiquette, mais qu'ensuite le nom de marque en tant que tel suffit. D'accord. Et ensuite, effectivement, voilà, nous, on a été accompagnés là-dessus. On a un cabinet qui nous a aidés à déposer progressivement pays par pays. Et ça a été un parcours de 2-3 ans. L'international, c'est prêt? Oui. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes que France. Hein? Non, on est vendu un petit peu... la majorité est France. On fait 80% de notre business Italian Do It Better en France. Mais il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a l'Australie.
à l'Australie. Est-ce qu'il y a l'Italie? Les US. Et alors, l'Italie, l'Italie. nous avons... Ils sont chauvins, les Italiens. Rendez-vous avec un acheteur début mars en Italie. Donc, Italian The Better. Ils vont aimer, par contre. Est-ce qu'ils vont aimer que ce soit fait par des Français? Enfin, non, t'es pas... non. Je suis moitié italien, moitié français. Italien. En Italie, ça pourrait s'appeler entre Paris et Rome. Comme ça suffit, le petit drapeau italien dessous. On a une question, parce que vous avez dit que pour la levée de fonds, vous avez fait rentrer des profils qui apportent des compétences que vous n'avez pas forcément. Et en t'attendant, on a eu le temps de discuter avec Christian. Combien de temps on a eu, Daniel? Je ne vais pas parler de ça. Et il nous parlait d'un chef qui s'est intéressé aussi à rentrer dans les capitales. Et je t'ai posé des questions. Tu m'as dit non, on va garder l'anecdote pour les podcasts. Est-ce que tu peux nous parler une chose dont on a été... C'était une chose dont on a été très fiers. On a eu la chance, au démarrage de notre activité, la première année, d'être appelé par la directrice générale du groupe de Cyril Lignac, qui s'intéressait à nos produits. Et pareil, je revois encore la scène. On se lançait, il faut voir quand même aujourd'hui. Voilà, début, et là, il n'y avait pas Italian. Il n'y avait pas Italian, c'était juste al dente et tout. Et donc on déjeune avec Cyril, qui très gentiment nous invite et qui nous dit, mais vous savez, à cette époque-là, sans rentrer juste personnel, mais il vivait avec une grande actrice française. Et il nous dit, mais vous savez que tous les dimanches soirs, quand on n'a pas trop le temps, on se fait une petite sauce avec vos pots et vos pâtes. Ça, c'est un kiff. Et moi, l'idée d'avoir comme ça cette personne qui consommait nos pots nous faisait extrêmement plaisir. Et ensuite, voilà, chef, on a étoilé. Et une très grande actrice. Non, mais c'est vrai que c'était... Cyril Lignac, qui est quand même le nez fin et qui... lui, était très intéressé par le principe de notre recherche aussi sur le gluten. D'accord. Et je veux dire qu'il nous a gentiment proposé de faire partie, de s'associer avec nous. Et franchement, a posteriori, je voudrais encore le remercier parce que on a mis du temps à lui répondre et au final, on avait peur de ça. Enfin, une association, nous, on a mis 2 ans avant de s'associer avec Christian, 2 ans de discussion. Et c'est vrai qu'une association, c'est comme un mariage. Et au final, c'est vrai que, on s'est pas associés ensemble. Et vraiment, pour le coup, alors qu'on adorait la démarche avec lui, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de très impliquant. Et nous, on avait envie de tracer notre route. Et voilà. Donc, encore une fois, Cyril Lignac a eu l'œil de venir très vite nous voir. Et on reconnaît toujours dans la vie ceux qui sont les prescripteurs. Et il a été exactement, il a été prescripteur avec nous. Il a su voir quelque chose chez nous. Et nous, on n'a pas été très élégant dans le sens où on a mis un peu de temps avant de lui dire qu'on n'arrivait pas à s'associer. Le message est transmis. Il nous écoute, il se trouve. Donc voilà, encore un chef. On parle de la suite. Tu as commencé à en parler. Justement, vous, comment vous voyez Italians, enfin le groupe, dans 5 ans, dans 10 ans? Quels sont les challenges? On a une mission qui est claire. On veut être les leaders des sauces premium à l'international. À l'international, pas en France puis en Europe. Le dépôt, le dépôt de marque internationale laissait penser. Donc c'est ça. Vous, l'ambition, c'est assez vite d'aller adresser le marché international. Donc absolument. Il va falloir un deuxième épisode. Il y a un marché français qui est déjà très conséquent et très solide, sur lequel il y a déjà beaucoup de choses à gagner en distribution. Exactement. Mercotte se plaint de ne pas avoir vos produits partout. C'est ça le point. En fait, il y a une chose qui est, quand on parlait au démarrage d'enseignes type Monoprix et Franprix qui ont été les premières à nous faire confiance, et on ne les remerciera jamais assez pour ça. Après, est-ce que c'est vraiment de la grande distribution, ces enseignes-là? C'est très relatif. On peut dire que ça se situe un peu entre de l'épicerie et de la grande distribution. Et le move qu'on est en train de faire, et particulièrement, c'est bien qu'on se voit aujourd'hui, parce que là, sur 2021, où on a des accords, on en a parlé tout à l'heure, de géants Casino National, on démarre des enseignes comme Cora. Au national, on a signé notre accord avec Intermarché aussi. Oui. Là, on est dans la grande distribution. Ouais. On rentre dans la grande distribution. Après, c'est une chose, c'est une chose d'être. On est vendu chez Intermarché. Oui, on est référencé partout, comme tu disais. Voilà, on est référencé dans la région Île-de-France. Là, on essaye d'appeler les autres acheteurs pour être référencé dans les autres régions. Ensuite, s'il y a le succès qu'on espère et qu'on a eu jusqu'à maintenant, je croise les doigts. Et ben à ce moment-là, il y a
Intermarché au niveau national qui nous a appelé, qui a dit on va arrêter d'avoir des accords dans chacune des régions, on va maintenant consolider l'accord au niveau national. Et c'est comme ça que les étapes se font. Et c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait depuis le départ. Et ce qui est assez important aussi, c'est d'essayer de maintenir aussi les relations avec les gens qui t'ont fait confiance depuis le début, en leur donnant la primeur. Genre Monoprix, il faut continuer à soigner cette Monoprix, enseigne. Concrètement, c'est à eux qu'on propose les choses en premier. Les nouvelles gammes, les nouveaux produits. Et les nouveaux produits, on joue le jeu de réfléchir avec eux à des concepts intéressants pour faire évoluer le monde de la bouffe aussi. Et c'est, voilà, on leur donne un temps effectivement important et on leur donne une primeur. Et c'est vrai que voilà, c'est un juste équilibre pour permettre effectivement que eux comprennent que nous on a besoin de se développer et en même temps de toujours de jamais oublier d'où on vient. Et on a un nombre très important de points de vente encore à aller chercher. Oui, non, en distribution, il y a encore du boulot. Large. C'est pour ça que même l'évolution de la gamme, l'ouverture, nouveaux produits, c'est pas la priorité. Vous y pensez quand même un peu On présente, on développe. On ne pense qu'à ça. Je veux dire, c'est essentiel. Si vous regardez nous, quand on regarde le rayon d'un supermarché, comment est-ce qu'il était il y a 5 ans? Mais je parle des étiquettes, des pots, tout, du packaging, des étiquettes. Quand on regarde comment c'était il y a 5 ans et comment c'était aujourd'hui, il y a eu un changement, il y a eu une premiumisation générale du rayon des sauces qui a été assez phénoménale sur ces 4 dernières années. Donc nous, il faut toujours, ce qui a fait qu'on avait ce cran d'avance et qu'on a ce cran d'avance aujourd'hui, il faut qu'on le renforce maintenant sur d'autres éléments. Donc on est en permanence en réflexion et on vient de fixer d'ailleurs la semaine prochaine une petite journée à l'extérieur pour réfléchir. De réflexion. Ah, tous les deux, un amoureux? Non, pas que tous les deux, juste avant, pas que tous les deux. Et ça, maintenant. Comme ça que ça marche. Et même les Italiens. Maintenant qu'on a une équipe, en plus, il y aurait des idées bien meilleures que les nôtres. Bien. Et l'e-commerce, en fait, vous n'avez pas envie d'avoir un petit e-shop italien, ce qui livre direct au consommateur. En plus, vous élargissez l'offre, donc vous avez la possibilité d'avoir des paniers moyens plus importants. Alors, typiquement, nous, l'e-commerce, on vient de redévelopper le site d'Al Dente La Salsa. Et on site vitrine. Non, là, c'est un e-commerce. Ah, c'est un e-commerce totalement fonctionnel. D'accord. Que sur Al Dente. Que sur Al Dente. Pourquoi ? Parce que Al Dente est difficile à trouver, déjà, donc, effectivement, quand on travaille la proxy, d'avoir un e-commerce, entre le commander et se faire livrer et d'avoir effectivement un transport en plus, bref, pour plein de raisons, on n'a pas spécialement envie de rajouter ça quand on peut le trouver au coin de la rue. Ouais. Et ensuite, on a très envie justement de progressivement de proposer un vrai service avec Al Dente La Salsa, où on s'adresse effectivement à des gens qui sont de grands amateurs de bouffe italienne, et de leur proposer effectivement d'avoir en permanence dans leur placard nos produits et de faire en sorte d'apprendre à comprendre comment est-ce qu'ils consomment et effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, ils n'aient jamais de rupture de stock dans leur placard. Et puis, il y a des produits exceptionnels à découvrir sur Al Dente La Salsa. On a des pastilles de sel, qui est exactement la bonne dose de sel à mettre dans une casserole pour 2 personnes. On a des petits, ce qu'on appelle les puros, qui sont des tomates, dans la Saumure, des tomates rares dans la Saumure, et notamment des tomates jaunes. Là, en ce moment, dans cette période-là où justement tu n'as pas de tomates de saison, si tu veux faire une vraie sauce tomate, là, effectivement, tu as ça. Après, on a la tomate jaune en italien, la tomate en italien, ça se traduit pomodoro, la pomme d'or, parce que la première tomate qui a été rapportée en Europe, elle était jaune. Elle n'était pas rouge. J'ai jamais fait les liens que pomodoro, c'est pomme d'or, mais c'est tellement évident. On apprend plein de choses. On a 1h40 pour arriver là. Mais c'est toutes ces choses-là. J'en ai plein. Et c'est toutes ces choses-là. C'est pas l'italien qui raconte ça. T'as vu ? Ouais, mais c'est génial. Je vais raconter à ma femme en arrivant à la maison. D'ailleurs, il faut que je rentre. On est en retard là. À cause de qui ? On arrive au bout. La dernière. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a déjà répondu une question en fait. On va commencer par cette question-là. C'est quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur dans la bouffe ? Tu nous as donné un très bon conseil. Oui. Par rapport à chercher quelqu'un qui apporte pas que l'argent, qui apporte vraiment quelque chose d'humain. Après l'autre, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Nous, on a réussi à se fixer des choses qui nous plaisaient, qui nous donnaient une ambition de business, mais aussi une ambition de vie. Aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant quand même dans la bouffe, c'est qu'on travaille dans un truc qui est lié au plaisir. Et du coup, nous, avec Christian, ce qui nous a réunis, c'est à la fois l'envie
d'être ambitieux ensemble, mais ambitieux, il y a plein de formes d'ambition. Et aujourd'hui, je trouve que on est dans un moment où il n'y a pas que la thune. Et du coup, l'ambition de faire les choses bien et d'apporter sa pierre à l'édifice, effectivement, nous, à notre petit niveau, c'est de démocratiser la bonne bouffe italienne dans les rayons. D'avoir des leitmotivs et de se fixer des objectifs qui vont un peu au-delà. Ça permet quand même de donner des visions un peu à long terme et tu as toujours besoin de t'accrocher parce qu'effectivement, comme vous le disiez, tu peux être tenté de baisser ta qualité, tu peux être tenté de trucs, tu peux être tenté d'aller voir, effectivement, aller prendre de l'argent à quelqu'un que tu n'aimes pas trop et en fait, tu en as besoin. Donc ça, surveillez votre cash et prenez et regardez-le bien loin votre cash, anticipez-le. Il faut bouger 6 mois avant largement. Ça prend du temps de lever. Donc voilà, moi je dirais que c'est d'essayer de se fixer ses ambitions, d'essayer de savoir exactement où est-ce qu'on a envie d'aller et d'essayer d'avoir une ambition qui soit pas que de gagner de la thune parce que ça marchera pas. Autre question rituelle, quels ont été à tous les deux vos plus gros échecs, vos plus gros apprentissages et d'un autre côté vos plus grandes fiertés, vos plus grandes réussites? Je laisse Chris répondre à ça. C'est chaud. Question. C'est quoi la question déjà? Échec, réussite. Une fois l'échec, après la réussite. Non, mais je pense que l'entrepreneuriat, si on reprend pour faire le lien aussi avec la question précédente, c'est une succession d'échecs et de réussites. Enfin, je veux dire, mais je pense que ça, et c'est une chose dont tout le monde m'en avait parlé avant, et en particulier Patrizio, moi je viens d'un univers hyper cadré, un truc où il n'y avait pas du tout ces préoccupations-là. Mais on peut réellement, mais il y avait des petits schémas qui passaient à un moment, on peut réellement, moi évidemment, le mardi matin, je me dis, la veille, je vais signer un truc, je me dis, mec, t'es une bête. T'es génial, mec, t'es génial. Le mardi à 15h, parce qu'il s'est passé un truc dans la matinée, vraiment, je me suis une merde. Mais je le pense autant que le matin. Voilà. Je suis une vraie merde. Et parce que je suis une merde, il n'y a rien qui va marcher. Et nos semaines sont une succession de ça. Et ensuite, pour ce qui est sûr, ce qu'il faut, c'est y croire, s'accrocher et surtout se lancer. C'est intéressant parce que dans les conseils qu'on donnait, c'était Patrizio au début, quand il me disait mais arrête de réfléchir, il y a un moment, faut y aller. Ouais. Et aujourd'hui, moi, quand je vois des copains qui réfléchissent, je leur dis mais lance-toi, faut y aller, faut tester le produit, faut le mettre sur le marché, le produit, pour qu'on voit ce qu'il va donner. Donc là, tu réponds de nouveau à la question du conseil. La question, c'est ton plus grand échec, ta plus grande réussite. J'ai dit que c'était une succession permanente. De Patrizio, mais pas toi. Tu n'as pas répondu à la question. J'ai dit que c'était la plus grande réussite à ce stade dans ma vie professionnelle. C'est Italians Do It Better. C'est les 15 millions de chiffre d'affaires. C'est ça. C'est ces dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Franchement, bravo. C'est une belle. Non, ça c'est la plus belle. C'est que les débuts, mais c'est déjà une belle réussite. Dernière question. C'est un cadeau pour les auditeurs qui sont arrivés jusque-là. Donc, il faut vraiment bien soigner la réponse. Est-ce que vous avez un bon plan bouffe à partager, un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant, et ils sont fermés, une recette, quelque chose que vous kiffez dans la bouffe, que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Moi, je pense essayez Alain Passard. Ah oui, ils sont pas très au courant. C'est qui déjà? Non. La deuxième fois qu'on répond ça dans notre podcast. C'est vrai. On a fait un épisode avec les fondateurs de la mère de famille qui disent la même chose. Ah ouais. Et Alain Passard qui consomme les produits al dente, c'est ça ce qu'on a appris. Oui. Il trouve que les pâtes sont exceptionnelles. Oui, pas dans son restaurant. C'est les pureaux qu'il aime. Les pureaux, on lui livrait des pureaux et effectivement les pâtes. Kiffant d'avoir un chef de ce calibre-là qui consomme des produits. Ouais, tu te sens. T'arrives, merde. Là, t'es plutôt dans la phase. Je suis un winner. Là, t'es un winner. Donc Alain Passard. Non, et puis sinon... en plus accessible, est-ce que sinon, non. Tu as cité des pardons. Pour moi, le meilleur bouquin de bouffe, dans la façon de photographier la bouffe, parce que c'est quand même assez intéressant, parce que moi, c'est aussi mon dada. C'est Jürgen Teller qui a shooté il Pelicano, tous les plats du Pelicano. Ça, je veux dire qu'en termes de façon différente de shooter la bouffe, j'ai trouvé ça vachement bien. Très naonaise. On va mettre des photos de ça sur l'article du podcast. Ouais, là, tu nous as donné vraiment un bon plan qui sort de l'ordinaire. Christian, la barre, elle est haute. Tu as parlé d'un
livre qui m'a intéressé là, d'histoire des tomates chinois, sur l'empire de l'or rouge, sur l'histoire de la tomate, et pour bien comprendre les différences sur ce dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite une adresse en ce moment où les restos sont fermés, mais une adresse qui est excellente, c'est nos bureaux où il y a beaucoup de bonnes sauces, et on serait ravis d'inviter une des personnes qui écoutent ce podcast à poursuivre la discussion autour d'une belle assiette de pâtes. C'est lancé. Comment ils font pour vous contacter? Est-ce qu'on va lancer un petit jeu, un petit truc? On est assez joignable. Hein. On a des réseaux sociaux, on les regarde aussi sur LinkedIn. Ils vous écrivent, ils annoncent qu'ils viennent de la part de Business of Bouffe. Exactement. Voilà. Soit vous faites le tri, soit vous les accueillez tous. Vous laisse gérer. Mais ils sont où vos bureaux? Ils sont à Paris, ils sont place Pigalle. D'accord. Comme ça, on vous a dit qu'on couchait avec tout le monde. Tu peux y aller, c'est la fin du podcast, il n'y a plus personne qui écoute. Merci, grazie à vous. Et bravo pour ce que vous faites surtout les mecs. C'est la fête. Bravo. Merci beaucoup, salut, au revoir. Ciao. Au revoir.